Colette, Sido, partie 1. Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village? Il n'y faut pas compter. Te voilà bien fier, mon pauvre minet chéri, parce que tu habites Paris depuis ton mariage. Je ne peux pas m'empêcher de rire en constatant combien tous les Parisiens sont fiers d'habiter Paris. Les vrais parce qu'ils assimilent cela à un titre nobiliaire, les faux parce qu'ils s'imaginent avoir monté en grade. À ce compte-là, je pourrais me vanter que ma mère est née boulevard Bonne Nouvelle. Toi, te voilà comme le pouce sur ses pieds de derrière parce que tu as épousé un Parisien. Et quand je dis un Parisien, les vrais Parisiens d'origine ont moins de caractère dans la physionomie. On dirait que Paris les efface. Elle s'interrompait, levait le rideau de tulle qui voilait la fenêtre. Ah, voici mademoiselle Thévenin qui promène en triomphe dans toutes les rues sa cousine de Paris. Elle n'a pas besoin de le dire que cette dame Kériot vient de Paris. Beaucoup de seins, les pieds petits et des chevilles trop fragiles pour le poids du corps. 2 ou 3 chaînes de cou, les cheveux très bien coiffés. Il ne m'en faut pas tant pour savoir que cette dame Kériot est caissière dans un grand café. Une caissière parisienne ne part que sa tête et son buste, le reste ne voit guère le jour. En outre, elle ne marche pas assez et engraisse de l'estomac. Tu verras beaucoup, à Paris, ce modèle de femme-tronc. Ainsi parlait ma mère quand j'étais moi-même autrefois une très jeune femme. Mais elle avait commencé bien avant mon mariage de donner le pas à la province sur Paris. Mon enfance avait retenu des sentences, excommunicatoires le plus souvent, qu'elle lançait avec une force d'accent singulière. Où prenaient-elles leur autorité, leur suc, elle qui ne quittait pas 3 fois l'an son département? D'où lui venait le don de définir, de pénétrer, et cette forme décrétale de l'observation? Ne l'eussé-je pas tenu d'elle, qu'elle m'eût donné, je crois, l'amour de la province. Si par province on n'entend pas seulement un lieu, une région éloignée de la capitale, mais un esprit de caste, une pureté obligatoire des mœurs, l'orgueil d'habiter une demeure ancienne, honorée, close de partout, mais que l'on peut ouvrir à tout moment sur ses greniers aérés, son fenil empli, ses maîtres façonnés à l'usage et à la dignité de leur maison. En vraie provinciale, ma charmante mère, Sido, tenait souvent ses yeux de lame fixés sur Paris. Théâtre de Paris, mode, fête de Paris, ne lui étaient ni indifférents ni étrangers. Tout au plus les aimait-elle d'une passion un peu agressive, rehaussée de coquetterie, bouderie, approche stratégique et danse de guerre. Le peu qu'elle goûtait de Paris, tous les 2 ans environ, l'approvisionnait pour le reste du temps. Elle revenait chez nous, lourde de chocolat en barre, de denrées exotiques et d'étoffes en coupons, mais surtout de programmes de spectacles et d'essence à la violette, et elle commençait de nous peindre à Paris, dont tous les attraits étaient à sa mesure, puisqu'elle ne dédaignait rien. En une semaine, elle avait visité la momie exhumée, le musée agrandi, le nouveau magasin, entendu le ténor et la conférence sur la musique birmane. Elle rapportait un manteau modeste, des bas d'usage, des gants très chers. Surtout, elle nous rapportait son regard gris voltigeant, son teint vermeil que la fatigue rougissait. Elle revenait, elle battante, inquiète de tout ce qui, privé d'elle, perdait la chaleur et le goût de vivre. Elle n'a jamais su qu'à chaque retour, l'odeur de sa pelisse en ventre de gris, pénétrée d'un parfum châtain clair, féminin, chaste, éloigné des basses séductions axillaires, m'ôtait la parole et jusqu'à l'effusion. D'un geste, d'un regard, elle reprenait tout. Quelle promptitude de main! Elle coupait des bolducs roses, déchaînait des comestibles coloniaux, repliait avec soin les papiers noirs goudronnés qui sentaient le calfatage. Elle parlait, appelait la chatte, observait à la dérobée mon père amaigri, touchait et flairait mes longues tresses pour s'assurer que j'avais brossé mes cheveux. Une fois qu'elle dénouait un cordon d'or sifflant, elle s'aperçut qu'au géranium prisonnier contre la vitre d'une des fenêtres sous le rideau de tulle, un rameau pendait, rompu, vivant encore. La ficelle d'or, à peine déroulée, s'enroula 20 fois autour du rameau rebouté, étayé d'une petite éclisse de carton. Je frissonnai et crus frémir de jalousie, alors qu'il s'agissait seulement d'une résonance poétique, éveillée par la magie du secours efficace scellé d'or. Il ne lui manquait pour être une provinciale type que l'esprit de dénigrement. Le sens critique, en elle, se dressait vigoureux, versatile, chaud et gai comme un jeune lézard. Elle happait au vol le trait marquant, la tare, signalait d'un éclair des beautés obscures et traversait, lumineuse, des cœurs étroits. « Je suis rouge, n'est-ce pas ?» demandait-elle au sortir de quelque âme en forme de couloir. Elle était rouge, en effet.
Les pythonisses authentiques, ayant plongé au fond d'autrui, émergent à demi suffoquées. Une visite banale, parfois, l'a laissé cramoisi et sans force au bras du grand fauteuil capitonné en reps vert. Ah, c'est Viveney, que je suis fatiguée. C'est Viveney, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, maman ? J'arrivais de l'école et je marquais ma petite mâchoire en croissant dans un talon de pain frais, comblé de beurre et de gelée de framboise. Ce qu'ils m'ont fait ? Ils sont venus. Que m'auraient-ils fait d'autre et de pire ? Les deux jeunes époux en visite de noces flanqués de la mère Viveney. Ah, c'est Viveney. Elle ne m'en disait guère plus, mais plus tard, quand mon père rentrait, j'écoutais le reste. Oui, contait ma mère, des mariés de 4 jours, quelle inconvenance! Des mariés de 4 jours, cela se cache, ne traîne pas dans les rues, ne s'étale pas dans les salons, ne s'affiche pas avec une mère de la jeune mariée ou du jeune marié. Tu ris? Tu n'as aucun tact, j'en suis encore rouge d'avoir vu cette jeune femme de 4 jours. Elle était gênée, elle, au moins, un air d'avoir perdu son jupon, ou de s'être assise sur un banc frais peint. Mais lui, l'homme, une horreur, des pouces d'assassin et une paire de tout petits yeux embusqués au fond de ses grands yeux. Il appartient à un genre d'hommes qui ont la mémoire des chiffres, qui mettent la main sur leur cœur quand ils mentent et qui ont soif l'après-midi, ce qui est un signe de mauvais estomac et de caractère acrimonieux. Pan, applaudissait mon père. Bientôt j'avais mon tour, pour avoir sollicité la permission de porter des chaussures l'été. Quand auras-tu fini de vouloir imiter Mimi Antonin dans tout ce qu'elle fait chaque fois qu'elle vient en vacances chez sa grand-mère ? Mimi Antonin est de Paris et toi d'ici. C'est l'affaire des enfants de Paris de monter l'été leur flûte, sans bas, et l'hiver leurs pantalons trop courts et de pauvres petites fesses rouges. Les mères parisiennes remédient à tout quand leurs enfants grelottent, par un petit tour de clous en Mongolie blanche. Par les très grands froids, elles ajoutent une toque assortie. Et puis, on ne commence pas à 11 ans à porter des chaussettes. Avec les mollets que je t'ai faits ? Mais tu aurais l'air d'une sauteuse de corde, il ne te manquerait qu'une sébile en fer blanc. Ainsi parlait-elle, et sans chercher jamais ses mots ni quitter ses armes. J'appelle armes ces 2 paires de verres, un couteau de poche, souvent une brosse à habits, un sécateur, de vieux gants, parfois le sceptre d'osier, épanoui en raquette trilobée qu'on nomme tapette et qui sert à fouetter les rideaux et les meubles. La fantaisie de ma mère ne pliait que devant les dattes qu'on fête, en province, par les nettoyages à fond, la lessive, l'embaumement des lainages et des fourrures. Mais elle ne se plaisait ni au fond des placards, ni dans la funèbre poudre du camphre, qu'elle remplaçait d'ailleurs par quelques cigares coupés en berlingots, les culots des pipes d'écume de mon père, et de grosses araignées qu'elle enfermait dans l'armoire giboyeuse, refuge des mythes d'argent. C'est qu'elle était agile et remuante, mais non ménagère appliquée, propre, nette, dégoûtée, mais loin du génie maniaque et solitaire qui compte les serviettes, les morceaux de sucre et les bouteilles pleines. La flanelle en main, et surveillant la servante qui essuyait longuement les vitres en riant aux voisins, il lui échappait des cris nerveux, d'impatients appels à la liberté. « Quand j'essuie longtemps et avec soin mes tasses de Chine, disait-elle, je me sens vieillir. » Elle atteignait, loyale, la fin de la tâche. Alors, elle franchissait les 2 marches de notre seuil, entrait dans le jardin. Sur le champ tombait son excitation morose et sa rancune. Toute présence végétale agissait sur elle comme un antidote, et elle avait une manière étrange de relever les roses par le menton pour les regarder en plein visage. Vois comme cette pensée ressemble au roi Henri VIII d'Angleterre, avec sa barbe ronde, disait-elle. Au fond, je n'aime pas beaucoup ces figures de reîtres qu'ont les pensées jaunes et violettes. Dans mon quartier natal, on n'eût pas compté 20 maisons privées de jardin. Les plus mal partagées jouissaient d'une cour, plantée ou non, couverte ou non de treilles. Chaque façade cachait un jardin de derrière, profond, tenant aux autres jardins de derrière par des murs mitoyens. On y vivait l'été, on y lessivait, on y fendait le bois l'hiver, on y besognait en toute saison, et les enfants, jouant sous les hangars, perchaient sur les ridelles des chars à foin dételés. Les enclos qui jouxtaient le nôtre ne réclamaient pas de mystère. La déclivité du sol, des murs hauts et vieux, des rideaux d'arbres protégeaient notre jardin d'en haut et notre jardin d'en bas. Le flanc sonore de la colline répercutait les bruits, portait d'un atoll maraîcher cerné de maisons à un parc d'agréments les nouvelles. De notre jardin, nous entendions au sud
Miton éternuait en bêchant et parlait à son chien blanc dont il teignait, au 14 juillet, la tête en bleu et l'arrière-train en rouge. Au nord, la mère Adolphe chantait un petit cantique en bottelant des violettes pour l'autel de notre église foudroyée, qui n'a plus de clocher. À l'est, une sonnette triste annonçait chez le notaire la visite d'un client. Que me parle-t-on de la méfiance provinciale? Belle méfiance, nos jardins se disaient tout. Ô aimable vie polissée de nos jardins, courtoisie, aménité de potager à fleuristes et de bosquets à basse-cour. Quel mal jamais fut venu par-dessus un espalier mitoyen, le long des faîtières en dalles plates cimentées de lichen et d'or peint brûlant, boulevard des chats et des chattes. De l'autre côté, sur la rue, les enfants insolents musaient, jouaient aux billes, troussaient leurs jupons au-dessus du ruisseau. Les voisins se dévisageaient et jetaient une petite malédiction, un rire, une épluchure dans le sillage de chaque passant. Les hommes fumaient sur les seuils et crachaient. Gris de fer, à grands volets décolorés, notre façade à nous ne s'entr'ouvrait que sur mes gammes malhabiles, un aboiement de chien répondant au coup de sonnette et le chant des serins verts en cage. Peut-être nos voisins imitaient-ils dans leur jardin la paix de notre jardin où les enfants ne se battaient point, où bêtes et gens s'exprimaient avec douceur, un jardin où, 30 années durant, un mari et une femme vécurent sans élever la voix l'un contre l'autre. Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés. J'ai connu depuis des étés dont la couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre eau-creuse, fendillée entre les tiges du blé et sous la géante ombrelle du panais sauvage, celle de la mer grise ou bleue. Mais aucun été, sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales. Aucun hiver n'est plus d'un blanc pur à la base d'un ciel bourré de nues ardoisées qui présageait une tempête de flocons plus épais, puis un dégel illuminé de 1000 gouttes d'eau et de bourgeons lancéolés. Ce ciel pesait sur le toit chargé de neige, des greniers à fourrage, le noyer nu, la girouette, et pliait les oreilles des chattes. La calme et verticale chute de neige devenait oblique. Un faible ronflement de mer lointaine se levait sur ma tête encapuchonnée, tandis que j'arpentais le jardin, happant la neige volante. Avertie par ses antennes, ma mère s'avançait sur la terrasse, goûtait le temps, me jetait un cri. La bourrasque d'ouest court, ferme les lucarnes du grenier, la porte de la remise aux voitures et la fenêtre de la chambre du fond. Mousse exaltée du navire natal, je m'élançai, claquant des sabots, enthousiasmée si du fond de la mêlée blanche et bleu-noir, sifflante, un vif éclair, un bref roulement de foudre, enfants d'ouest et de février, comblaient tous deux un des abîmes du ciel. Je tâchais de trembler, de croire à la fin du monde. Mais dans le pire du fracas de ma mère, l'œil sur une grosse loupe cerclée de cuivre, s'émerveillait, comptant les cristaux ramifiés d'une poignée de neige qu'elle venait de cueillir aux mains même de l'ouest ruée sur notre jardin. Ô géranium, ô digital, celle-ci fusant des bois taillis, ceux-là, en rampe allumée au long de la terrasse, c'est de votre reflet que ma joue d'enfant reçut un don vermeil. Car Sido aimait au jardin le rouge, le rose, les sanguines filles du rosier, de la croix de Malte, des hortensias et des bâtons de Saint-Jacques, et même le coqueret alquécange, encore qu'elle accusât sa fleur, veinée de rouge sur pulpe rose, de lui rappeler un mou de veaux frais. À contre-cœur, elle faisait pacte avec l'Est. « Je m'arrange avec lui, disait-elle. » Mais elle demeurait pleine de suspicion et surveillait, entre tous, les cardinaux et collatéraux, ce point glacé, traître au jeu meurtrier. Elle lui confiait des bulbes de muguet, quelques bégonias et des crocus mauves, veilleuses des froids crépuscules. Or, une corne de terre, or, un bosquet de lauriers cerises dominé par un ginkgo biloba. Je donnais ces feuilles en forme de raies à mes camarades d'école qui les séchaient entre les pages de l'Atlas. Tout le chaud jardin se nourrissait d'une lumière jaune à tremblements rouges et violets. Mais je ne pourrais dire si ce rouge, ce violet, dépendent encore
d'un sentimental bonheur ou d'un éblouissement optique. Été réverbéré par le gravier jaune et chaud, été traversant le jonc tressé de mes grands chapeaux, été presque sans nuit, car j'aimais tant l'aube déjà que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveillât à 3h30 et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues. À 3h30, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus, et quand je descendais le chemin des sables, le brouillard retenu par son poids baignait d'abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait atteignit mes lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon corps. J'allais, seule, ce pays malpensant était sans danger. C'était sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Ma mère me laissait partir, après m'avoir nommé beauté, joyeux tout en or. Elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre, chef-d'œuvre, disait-elle. J'étais peut-être jolie. Ma mère et mes portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d'accord. Je l'étais à cause de mon âge et du lever du jour, à cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne se lissaient qu'à mon retour, et de ma supériorité d'enfant éveillée sur les autres enfants endormis. Je revenais à la cloche de la première messe, mais pas avant d'avoir mangé mon sou, pas avant d'avoir, dans les bois, décrit un grand circuit de chiens qui chassent seuls et goûté l'eau de 2 sources perdues que je révérais. L'une se haussait hors de la terre par une convulsion cristalline, une sorte de sanglot, et traçait elle-même son lit sableux. Elle se décourageait, aussitôt née et replongeait sous la terre. L'autre source, presque invisible, froissait l'herbe comme un serpent, s'étalait, secrète, au centre d'un pré où des narcisses fleuris en ronde, attestaient seule sa présence. La première avait goût de feuilles de chêne, la seconde de fer et de tiges de jacinthe. Rien qu'à parler d'elle, je souhaite que leur saveur m'emplisse la bouche au moment de tout finir, et que j'emporte avec moi cette gorgée imaginaire. Entre les points cardinaux auxquels ma mère dédiait des appels directs, des répliques qui ressemblaient, ouïes du salon, à de brefs soliloques inspirés, et les manifestations généralement botaniques de sa courtoisie. Entre Sèbe et la rue des Vignes, entre la mère Adolphe et Madame de Fourolle, une zone de points collatéraux moins précise et moins proche prenait contact avec nous par des sons et des signaux étouffés. Mon imagination, mon orgueil enfantin situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. Bien que ma liberté à toute heure dépendît d'une escalade facile, une grille, un mur, un toiton incliné, l'illusion et la foi me revenaient dès que j'atterrissais, au retour, sur le gravier du jardin. Car, après la question « D'où viens-tu » et le rituel froncement de sourcils, ma mère reprenait son tranquille, son glorieux visage du jardin, beaucoup plus beau que son soucieux visage de maison. De par sa suzeraineté et sa sollicitude, les murs grandissaient. Des terres inconnues remplaçaient les enclos que j'avais, sautillant de mur à mur, de branche à branche, aisément franchis, et j'assistais au prodige familier. « C'est vous que j'entends, Seb » criait ma mère. « Avez-vous vu ma chatte ?» Elle repoussait en arrière la grande capeline de paille rousse qui tombait sur son dos, retenue à son cou par un ruban de taffetas marron, et elle renversait la tête pour offrir au ciel son intrépide regard gris, son visage couleur de pomme d'automne. Sa voix frappait-elle l'oiseau de la girouette, la bondrée planante, la dernière feuille du noyer, ou la lucarne qui avalait au petit matin les chouettes. Ô surprise, ô certitude! D'une nue à gauche, une voix de prophète enrhumé versait un nom, Madame Colette, qui semblait traverser à grand-peine une barbe en anneaux, des pelotes de brume ou glisser sur des étangs fumants de froid. Ou bien « Oui, Madame Colette » chantait à droite une voix d'ange aigrelée, probablement branchée sur le Cyrus fusiforme, qui naviguait à la rencontre de la jeune lune. « Elle vous a entendu, elle passait sur le lit, là. » « Merci, criait ma mère au jugé. Si c'est vous, Seb, rendez-moi
Donc mon piquet et mon cordeau à repiquage, j'en ai besoin pour aligner les laitues. Et faites doucement, je suis contre les hortensias. Apport de songe, fruit d'une lévitation magique, jouet de sabbat, le piquet, quenouillé de ses 10 mètres de cordelette, voyageait par les airs, tombait couché aux pieds de ma mère. D'autres fois, elle vouait à des génies subalternes invisibles une fraîche offrande. Fidèle au rite, elle renversait la tête, consultait le ciel. Qui veut de mes violettes doubles rouges criait-elle. Moi, Madame Colette, répondait l'inconnaissable de l'Est, plaintif et féminin. Prenez. Le petit bouquet, noué d'une feuille aqueuse de jonquille, volait en l'air, recueilli avec gratitude par l'Orient plaintif. Qu'elles sentent donc bon. Dire que je n'arrive pas à élever les pareilles. Naturellement, pensai-je, et j'étais près d'ajouter, c'est une question de climat. Levée au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons, comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond du lit je demande. D'où vient le vent? À quoi l'on me répond. Il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal. Il fait vilain, un temps de saison. Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, qu'était la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, réjouir ma peau du souffle d'ouest, humide, organique et lourd, de signification comme la double haleine divergente d'un monstre amical. À moins que je ne me replie haineusement devant la bise de l'Est, l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du Nord. Ainsi faisait ma mère, coiffant de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse. Il va geler, la chatte danse, disait-elle. Son ouïe, qu'elle garda fine, l'informait aussi, et elle captait des avertissements éoliens. Écoute sur Moutier, me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d'ouest par-dessus la clôture la plus basse. Tu entends? Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier. Il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. Je tendais mes oreilles. Sur Moutier. De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie vanait sur ses vases verdâtres. Et j'attendais quelques instants que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent de l'infaillibilité de celle qu'un seul autre au monde, mon père, nommait Sido. Des présages, décolorés par sa mort, errent encore autour de moi. L'un tient au zodiaque, l'autre est purement botanique. Quelques signes jouent avec les vents, les lunaisons, les eaux souterraines. C'est à cause d'eux que ma mère trouvait Paris fastidieux, car il n'était libre, efficace, péremptoire qu'au plein air de notre province. Pour vivre à Paris, me confiait-elle, il m'y faudrait un beau jardin. Et encore, ce n'est pas dans un jardin de Paris que je pourrais cueillir et coudre pour toi, sur un petit carton, les grands grains d'avoine barbus qui sont de si sensibles baromètres. Je me gourmande d'avoir égaré jusqu'au dernier ces baromètres rustiques, grains d'avoine dont les 2 barbes, aussi longues que celles des crevettes bouquets, viraient crucifiées sur un carton, à gauche, à droite, prédisant le sec et le mouillé. Sido n'avait point sa pareille pour feuilleter, en les comptant les pelures mi-cassées des oignons. 1, 2, 3 robes. 3 robes sur l'oignon. Elle laissait choir lunettes ou binocle sur ses genoux, ajoutait pensivement. Ces signes de grand hiver, je ferai habiller de paille la pompe. D'ailleurs, la tortue s'est déjà enterrée, et les écureuils, autour de Guillemette, ont volé les noix et les noisettes en quantité pour leur provision. Les écureuils savent toujours tout. Annonçait-on dans un journal le dégel? Ma mère haussait l'épaule, riait de mépris. Le dégel, les météorologues de Paris ne m'en apprendront pas. Regarde les pattes de la chatte. Frileuse, la chatte en effet pliait sous elle des pattes invisibles et serrait fortement les paupières. Pour un petit froid passager, continuait Sido, la chatte se roule en turban, le nez contre la naissance de la queue. Pour un grand froid, elle gare à la plante de ses pattes de devant et les roule en manchon. Sur des gradins de bois peint en vert, elle entretenait, toute l'année, des reposoirs de plantes en pot, géraniums rares, rosiers nains, reines des prés, au panache de brume blanche et rose. Quelques plantes, grasses, poilues et trapues comme des crabes,
des cactus meurtriers. Un angle de mur chaud gardait des vents sévères son musée d'essai, des godets d'argile rouge où je ne voyais que terre meuble et dormante. Ne touche pas, mais rien ne pousse. Et qu'en sais-tu? Est-ce toi qui en décides? Lis sur les fiches de bois qui sont plantées dans les pots. Ici, graine de lupin bleu, là, un bulbe de narcisse qui vient de Hollande, là, graine de physalis, là, une bouture d'hibiscus. Mais non, ce n'est pas une branche morte. Et là, des semences de pois de senteur dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres. Et là, et là, et là. Ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, m'interrogeait avec ingénuité. Je suis bien ennuyée, je ne sais plus si c'est une famille de bulbes de crocus que j'ai enterrée ou bien une chrysalide de pan de nuit. Il n'y a qu'à gratter pour voir. Une main preste arrêtait la mienne. Que n'a-t-on moulé, peint, ciselé cette main de Sido, brunie, tôt, gravée de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil, ses doigts longs bien façonnés en pointe, ses beaux ongles ovales et bombés. À aucun prix. Si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air. Si c'est le crocus, la lumière flétrira son petit rejet blanc, et tout sera à recommencer, à recommencer. Tu m'entends bien? Tu n'y toucheras pas? Non, maman. À ce moment, son visage, enflammé de foi, de curiosité universelle, disparaissait sous un autre visage plus âgé, résigné et doux. Elle savait que je ne résisterais pas, moi non plus, au désir de savoir, et qu'à son exemple, je fouillerais jusqu'à son secret la terre du pot à fleurs. Elle savait que j'étais sa fille, moi qui ne pensais pas à notre ressemblance, et que déjà je cherchais, enfant, ce choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle. La solitaire ivresse du chercheur de trésors. Un trésor, ce n'est pas seulement ce que couve la terre, le roc ou la vague. La chimère de l'or et de la gemme n'est qu'un informe mirage. Il importe seulement que je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n'a pas, avant le mien, touché. J'allais donc, grattant à la dérobée le jardin d'essai, surprendre la griffe ascendante du cotylédon, le viril surgeon que le printemps chassait de sa graine. Je contrariai l'aveugle dessein que poursuit la chrysalide d'un noir brun bilieux et la précipitai d'une mort passagère au néant définitif. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans. Tu ne comprends rien encore à ce qui peut vivre. Je ne recevais pas, en paiement de mes méfaits, d'autres punitions. Celle-là m'était d'ailleurs assez dure. Sido répugnait à toute hécatombe de fleurs. Elle, qui ne savait que donner, je l'ai pourtant vue refuser les fleurs qu'on venait parfois quêter pour parer un corbillard ou une tombe. Elle se faisait dure, fronçait les sourcils et répondait non, d'un air vindicatif. Mais c'est pour le pauvre monsieur Enfer qui est mort hier à la nuit. La pauvre madame Enfer fait peine. Elle dit qu'elle voudrait voir partir son mari sous les fleurs, que ce serait sa consolation. Vous qui avez de si belles roses mousses, madame Colette. Mais roses mousses, quelle horreur, sur un mort! Après ce cri, elle se reprenait et répétait. Non, personne n'a condamné mes roses à mourir en même temps que monsieur Enfer. Mais elle sacrifiait volontiers une très belle fleur à un enfant très petit, un enfant encore sans parole, comme le petit qu'une mitoyenne de l'Est lui apporta par orgueil un jour dans notre jardin. Ma mère blâma le maillot trop serré du nourrisson, dénoua le bonnet à 3 pièces, l'inutile fichu de laine, et contempla à l'aise les cheveux en anneaux de bronze, les jouets et les yeux noirs sévères et vastes d'un garçon de 10 mois, plus beau vraiment que tous les autres garçons de 10 mois. Elle lui donna une rose cuisse de nymphe émue, qu'il accepta avec emportement, qu'il porta à sa bouche et suça, puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha des pétales rebordés et sanguins à l'image de ses propres lèvres. « Attends, vilain, dit sa jeune mère. » Mais la mienne applaudissait, des yeux et de la voix, au massacre de la rose, et je me taisais, jalouse. Elle refusait régulièrement aussi de prêter géranium double, pélargonium, lobelia, rosier nain et reine des prés au reposoir de la Fête-Dieu, car elle s'écartait, baptisée, mariée à l'église, des puérilités et des fastes catholiques. J'obtins d'elle la permission de suivre le catéchisme entre 11 et 12 ans et les cantiques du salut. Le 1er mai, comme mes camarades de catéchisme, je couchai le lilas, la camomille et la rose devant l'autel de la Vierge.
et je revins, fière de montrer un bouquet béni. Ma mère rit de son rire irrévérencieux, regarda ma gerbe et attira les hannetons au salon jusque sous la lampe. Crois-tu qu'il ne l'était pas déjà avant ? Je ne sais d'où lui venait son éloignement de tout culte. J'aurais dû m'en enquérir. Mes biographes, que je renseigne peu, la peignent tantôt sous les traits d'une rustique fermière, tantôt la traitent de bohème fantaisiste. L'un d'eux, à ma stupeur, va jusqu'à l'accuser d'avoir écrit des œuvrettes littéraires destinées à la jeunesse. Au vrai, cette Française vécut son enfance dans l'Yonne, son adolescence parmi des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique. En Belgique, où s'étaient fixés ses deux frères aînés, puis elle revint dans l'Yonne et s'y maria, 2 fois. D'où de qui lui fut remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province. Je ne saurais le dire, je la chante de mon mieux. Je célèbre la clarté originelle qui, en elle, refoulée, éteignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels. Je l'ai vu suspendre dans un cerisier un épouvantail à effrayer les merles, car l'Ouest, notre voisin, enrhumé et doux, secoué d'éternuements en série, ne manquait pas de déguiser ses cerisiers en vieux cheminots et coiffer ses groseilliers de gibus poilus. Peu de jours après, je trouvai ma mère sous l'arbre, passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel d'où elle bannissait les religions humaines. Chut, regarde. Un merle noir, oxydé de vert et de violet, piquait les cerises, buvait le jus, déchiquetait la chair rosée. Qu'il est beau, chuchotait la mère. Et tu vois comme il se sert de sa patte, et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance, et ce tour de bec pour vider les noyaux. Et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûrs. Mais maman, l'épouvantail. Chut, l'épouvantail ne le gêne pas. Mais maman, les cerises. Ma mère amena sur la terre ses yeux couleur de pluie. Les cerises. Ah oui, les cerises. Dans ses yeux passait une sorte de frénésie riante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste allègrement. Ce ne fut qu'un moment, non pas un moment unique. Maintenant que je la connais mieux, j'interprète ces éclairs de son visage. Il me semble qu'un besoin d'échapper à tout et à tous, un bond vers le haut, vers une loi écrite par elle seule, pour elle seule, les allumait. Si je me trompe, laissez-moi errer. Sous le cerisier, elle retomba encore une fois, parmi nous, lestée de soucis, d'amour, d'enfants et de mari suspendus. Elle redevint bonne, ronde, humble, devant l'ordinaire de sa vie. C'est vrai, les cerises. Le merle était parti, gavé, et l'épouvantail hochait au vent son gibus vide. J'ai vu, me contait-elle, moi qui te parle, j'ai vu neiger au mois de juillet. Au mois de juillet ? Oui, un jour comme celui-ci, comme celui-ci. Je répétais la fin de ces phrases. J'avais déjà la voix plus grave que la sienne, mais j'imitais sa manière. Je l'imite encore. Oui, comme celui-ci, dit ma mère en soufflant sur un flocon impondérable d'argent, arraché au pelage de la chienne havanaise qu'elle peignait. Le flocon plus fin que le verre effilé s'embarqua mollement sur un petit ruisseau d'air ascendant, monta jusqu'au toit, se perdit dans un excès de lumière. Il faisait beau, reprit ma mère, beau et bon. Vint une saute de vent, une queue d'orage que la saute de vent emmena et bloqua sur l'est naturellement. Une petite grêle très froide, puis une chute de grosse neige épaisse et lourde. Des roses couvertes de neige, des cerises mûres et des tomates sous la neige. Des géraniums rouges qui n'avaient pas eu le temps de refroidir et qui fondaient la neige à mesure qu'elle les couvrait. Ce sont des tours de celui-là. Elle désignait du coude et menaçait du menton le siège altier, l'invisible lit de justice de son ennemi, l'Est, que je cherchais par-delà les chaudes nues croulantes et blanches du bel été. Mais j'ai vu bien autre chose, reprenait ma mère. Autre chose ? Peut-être avait-elle rencontré un jour, montant vers Bel-Air ou sur la route de Thury, l'Est lui-même. Peut-être un grand pied violacé, la margelée d'une prunelle immense, avait-il, pour qu'elle me les décrivît, divisé les nuages. J'étais grosse de ton frère Léo, et je promenais la jument avec la Victoria. La même jument que maintenant ? Naturellement, la même jument. Tu n'as que 10 ans. Crois-tu qu'on change de jument comme de chemise ? La nôtre était alors une très belle jument, un peu jeune, que je laissais quelquefois mener par Antoine. Mais je montais dans la Victoria pour la rassurer.
Je me souviens que je voulus demander, pour rassurer qui? Je me retins, jalouse de garder intacte la foi et l'incertitude d'une équivoque. Pourquoi la présence de ma mère n'eût-elle pas rassuré la Victoria? Tu comprends, quand elle entendait ma voix, elle se sentait plus tranquille, mais certainement très tranquille, et tout étalé en drap bleu entre ces deux lanternes riches, à couronne de cuivre découpée en trèfle, une figure de Victoria tranquillisée, parfaitement. Dieu, que tu as l'air bête en ce moment, ma fille, tu m'écoutes? Oui, maman. Donc nous avions fait un grand tour. Par une de ces chaleurs, j'étais énorme et je me trouvais lourde. Nous rentrions au pas et j'avais coupé des genêts fleuris, je me rappelle. Nous voilà arrivés à la hauteur du cimetière. Non, ce n'est pas une histoire de revenants. Quand un nuage, un vrai nuage du sud, marron roux, avec un petit ourlet de mercure tout autour, se met à monter plus vite au ciel, tonne un bon coup et crève en eau comme un seau percé. Antoine descend et veut lever la capote pour m'abriter. Je lui dis: non, le plus pressé c'est de tenir la jument à la tête. Si la grêle vient, elle s'emballera pendant que vous lèverez la capote. Il tient la jument qui dansait un peu sur place, mais je lui parlais, tu comprends, comme s'il n'avait pas plu ni tonné. Je lui parlais sur un ton de beau temps et de promenade au pas. Et je recevais un agas d'eau incroyable sur ma malheureuse petite ombrelle en soie. Le nuage passé, j'étais assise dans un bain de siège. Antoine trempait et la capote pleine d'eau, d'une eau chaude, d'une eau à 18 ou 20 degrés. Et quand Antoine a voulu vider la capote, nous y avons trouvé quoi? Des grenouilles, minuscules, vivantes, au moins 30 grenouilles apportées à travers les airs par un caprice du sud, par une trombe chaude, une de ces tornades dont le pied en pas de vis ramasse et porte à 100 lieues un panache de sable, de graines, d'insectes. J'ai vu cela, moi, oui. Elle brandissait le peigne de fer qui servait à cadrer la chevelure de la havanaise et les angoras, à carder. Elle ne s'étonnait pas que des prodiges météorologiques l'eussent attendue au passage et tutoyée. Vous croirez sans peine qu'à l'appel de Sido, le vent du sud se levait devant les yeux de mon âme, tord sur son pas de vis, empanaché de graines, de sable, de papillons morts, racinés au désert de Libye. Sa tête indistincte et désordonnée s'agitait, secouant l'eau et la pluie des grenouilles tièdes. Je suis capable encore de le voir. Mais que tu as donc l'air bête aujourd'hui, ma fille. D'ailleurs, tu es beaucoup plus jolie quand tu as l'air bête. C'est dommage que cela t'arrive si rarement. Tu pêches déjà comme moi par excès d'expression. J'ai toujours l'air, quand j'égare mon dé, d'avoir perdu un parent bien-aimé. Quand tu prends l'air bête, tu as les yeux plus grands, la bouche entr'ouverte, et tu rajeunis. À quoi penses-tu? À rien, maman. Je ne te crois pas, mais c'est très bien imité. Vraiment très bien, ma fille. Tu es un miracle de gentillesse et de fadeur. Je tressaillais, je rougissais sous la louange piquante, l'œil acéré, la voix au final haute et juste. Elle ne m'a appelée ma fille que pour souligner une critique ou une réprimande. Mais la voix, le regard étaient prompts à changer. Oh, mon joyau tout en or, ce n'est pas vrai, tu n'es ni bête ni jolie, tu es seulement ma petite fille incomparable. Où vas-tu? Comme à tous les inconstants d'absolution me donnait des ailes, Comme à tous les inconstants, l'absolution me donnait des ailes, et dûment embrassée, légère, j'apprêtais déjà ma fuite. Ne t'en vas pas loin à cette heure-ci, le soleil se couche dans... Elle ne consultait pas la montre, mais la hauteur du soleil sur l'horizon et la fleur du tabac où le datura assoupi tout le jour et que le soir éveillait. Dans une demi-heure, le tabac blanc embaume déjà. Veux-tu porter des aconites, des ancolis et des campanules chez Adrienne Saint-Aubin et lui rendre la revue des deux mondes? Change de ruban, mais en mets-en un bleu pâle. Tu as un teint pour le bleu pâle ce soir. Changer de ruban. Jusqu'à l'âge de 22 ans, on m'avait coiffé de ce large ruban, noué autour de ma tête, à la Vigée-Lebrun, disait ma mère, et portait un message de fleurs. Ainsi, ma mère m'avertissait que j'étais, pendant une heure, un jour, particulièrement jolie, et qu'elle s'enorgueillissait de moi. Le ruban en papillon épanoui au-dessus du front, quelques cheveux ramenés sur les tempes, je prenais les fleurs à mesure que Sido les coupait. Maintenant va, donne les encolis doubles à Adrienne Saint-Aubin. Le reste à qui tu voudras dans notre voisinage. Sur l'est, il y a quelqu'un de malade, la mère Adolphe. Si tu entres chez elle... Elle n'avait pas le temps de finir sa phrase que je reculai d'un saut, renâclant comme une bête devant l'odeur et l'image de la maladie.
Ma mère me retenait par le bout d'une de mes tresses, et son soudain visage sauvage, libre de toute contrainte de charité d'humanité, bondissait hors de son visage quotidien. Elle chuchotait. Tais-toi. Je sais, moi aussi. Mais il ne faut pas le dire, il ne faut jamais le dire. Va, va maintenant. Tu t'es encore mis cette nuit en papier à papillotes sur le front, hein, Matine. Enfin. Elle lâchait ma reine de cheveux, s'éloignait de moi pour mieux me voir. Va leur montrer ce que je sais faire. Mais quoi qu'elle m'eût recommandé, je n'entrais pas chez la malade de l'Est. Je passais la rue comme un guet, et, en sautant de l'un à l'autre, cailloux pointus, et je ne m'arrêtais que chez la singulière amie de ma mère, chez Adrienne. Les enfants et les neveux que celle-ci a laissés n'auront pas gardé d'elle un souvenir plus vif qu'en est le mien. Vive, guetteuse et somnolente, un bel œil jaune de gitane, sous des cheveux crépus, elle errait avec une sorte de lyrisme agreste, une exigence quotidienne de nomade. Sa maison lui ressemblait par le désordre et par une grâce qui se refuse aux sites et aux êtres policés. Pour fuir l'humide et funéraire pénombre, la verdure étouffante, rose et glycine dans son jardin, escaladait les ifs, gagnait le soleil par des efforts d'ascension et des dépenses d'énergie qui réduisaient leurs tiges mères, étirées à une nudité de reptiles. 1000 roses réfugiées au sommet des arbres fleurissaient hors d'atteinte, parmi des glycines à longues gouttes de fleurs et des bignonniers pourpres victorieux émis des clématites épuisées. Sous cette chevelure, la maison d'Adrienne suffoquait aux heures chaudes, sûre d'y trouver des piles de livres éboulés, des champignons cueillis à l'aube, des fraises sauvages, des ammonites fossiles et, selon la saison, des truffes grises de puisailles. Je m'y glissais à la manière d'un chat, mais un chat hésite et demeure interdit devant un plus chat. La présence d'Adrienne, son indifférence, un secret étincelant et bien gardé au fond de ses prunelles jaunes, je les supportais avec un trouble chagrin que je cotais peut-être à son prix. Elle m'était à me négliger une sorte d'art sauvage, et sa bohémienne, son universelle indifférence, me blessait comme une rigueur d'exception. Quand ma mère et Adrienne allaitaient, la première sa fille et la seconde son fils, elles échangèrent un jour, par jeu, leur nourrisson. Parfois, Adrienne m'interpellait en riant. « Toi que j'ai nourri de mon lait. » Je rougissais si follement que ma mère fronçait les sourcils et cherchait sur mon visage la cause de ma rougeur. Comment dérober à ce lucide regard gris de l'âme et menaçant l'image qui me tourmentait, le sein brun d'Adrienne et sa cime violette et dure. Oubliée chez Adrienne entre des cubes vacillants de livres, toute la collection de la Revue des Deux Mondes entre autres, entre les tomes innombrables d'une vieille bibliothèque médicale à odeur de cave, entre des coquillages géants, des simples à demi secs, des pâtés de chat aigris, le chien perdreau, le matou noir à masque blanc qui s'appelait Colette, et mangeait le chocolat cru. Je tressaillais à un appel venu par-dessus les ifs entravés de roses et les tuyas étiques que paralysait un piton de glycine. Dans notre maison, surgissant d'une fenêtre comme pour annoncer le feu ou les voleurs, ma mère criait mon nom. Étrange culpabilité d'une enfant sans reproche, je courais, j'apprêtais un air simple, un essoufflement détourdi. Si longtemps chez Adrienne ? Pas un mot de plus, mais quel accent, tant de clairvoyance et de jalousie en si d'eau, tant de confusion en moi refroidir, à mesure que je grandissais, l'amitié des deux femmes. Elles n'eurent jamais d'altercation, rien ne s'expliqua entre ma mère et moi. Qu'eussions-nous expliqué ? Adrienne se gardait de m'attirer ou de me retenir. Ce n'est pas toujours par l'amour que la captation commence. J'avais 10 ans, 11 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps, pour que j'associasse un gênant souvenir, une certaine chaleur de cœur, la déformation féerique d'un être et de sa demeure, à l'idée d'une première séduction. Sido et mon enfance, l'une et l'autre, l'une par l'autre, furent heureuses au centre de l'imaginaire étoile à 8 branches, dont chacune portait le nom d'un des points cardinaux et collatéraux. Ma 12e année vit arriver la mauvaise fortune, les départs, les séparations, réclamés par de quotidiens et secrets héroïsmes. Ma mère appartint moins à son jardin, à sa dernière enfant.
J'aurais volontiers illustré ces pages d'un portrait photographique, mais il m'eût fallu une scie d'eau debout, dans le jardin, entre la pompe, les hortensias, le frêne pleureur et le très vieux noyer. Là, je l'ai laissé, quand je dus quitter ensemble le bonheur et mon plus jeune âge. Là, je l'ai pourtant revu, un moment furtif du printemps de 1928. Inspirée et le front levé, je crois qu'à cette même place, elle convoque et recueille encore les rumeurs, les souffles et les présages qui accourent à elle, fidèlement par les 8 chemins de la rose des vins. Partie 2. Le capitaine. Cela me semble étrange, à présent que je l'ai si peu connu. Mon attention à ferveur tournée vers Sido ne s'en détachait que par caprice. Ainsi faisait-il, lui, mon père. Il contemplait Sido. En y réfléchissant, je crois qu'elle aussi l'a mal connue. Elle se contentait de quelques grandes vérités encombrantes. Il l'aimait sans mesure, il la ruina dans le dessein de l'enrichir. Elle l'aimait d'un invariable amour, le traitait légèrement dans l'ordinaire de la vie, mais respectait toutes ses décisions. Derrière ces évidences aveuglantes, un caractère d'homme n'apparaissait que par échappée. Enfant, qu'ai-je su de lui? Qu'il construisait pour moi, à ravir, des maisons de hanneton, avec fenêtres et portes vitrées, et aussi des bateaux, qu'il chantait, qu'il dispensait, et cachait les crayons de couleur, le papier blanc, les règles en palissandre, la poudre d'or, les larges pains à cacheter blancs que je mangeais à poignées. Qu'il nageait avec sa jambe unique, plus vite et mieux que ses rivaux à 4 membres. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris en apparence. La timidité étrange des pères dans leur rapport avec les enfants m'a donné depuis beaucoup à penser. Les 2 aînés de ma mère, filles et garçons issus d'un premier mariage, celle-là égarée dans le roman, à peine présente, habitée par les fantômes littéraires des héros, celui-ci, altier tendre en secret, l'ont gêné. Il croyait naïvement que l'on conquiert un enfant par des dons. Il ne voulut pas reconnaître sa fantaisie musicienne et nonchalante dans son propre fils, le Lazzarone, comme disait ma mère. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler à mon sens critique. Plus tard, je me montrai, Dieu merci, moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens chez ce juge de 10 ans. « Écoute ça, me disait mon père. » J'écoutais, sévère. Il s'agissait d'un beau morceau de prose oratoire ou d'une ode, vers facile, fastueux par le rythme, par la rime, sonore comme un orage de montagne. « Hein » interrogeait mon père, « je crois que cette fois-ci… » « Eh bien, parle !» Je hochai ma tête et mes nattes blondes, mon front trop grand pour être aimable et mon petit menton en bille, et je laissai tomber mon blâme. Toujours trop d'adjectifs. Alors mon père éclatait, écrasé d'invectives la poussière, la vermine, le pouls vaniteux que j'étais. Mais la vermine, imperturbable, ajoutait. Je te l'avais déjà dit la semaine dernière pour l'aude à Paulbert. Trop d'adjectifs. Il devait derrière moi rire et peut-être s'enorgueillir. Mais au premier moment, nous nous toisions en égaux, et déjà confraternels. C'est lui, à n'en pas douter, c'est lui qui me domine quand la musique, un spectacle de danse, et non les mots, jamais les mots, mouillent mes yeux. C'est lui qui se voulait faire jour et revivre quand je commençais, obscurément d'écrire, et qui me valut le plus acide éloge, le plus utile à coup sûr. Aurais-je épousé la dernière des lyriques, lyrisme paternel, humour, spontanéité maternelle, mêlés, superposés, je suis assez sage à présent, assez fière pour les départager en moi, toute heureuse d'un délitage où je n'ai à rougir de personne ni de rien. Oui, tous 4, nous autres enfants, nous avons gêné mon père. En est-il autrement dans les familles où l'homme, passant l'âge de l'amour, demeure épris de sa compagne ? Nous avons toute sa vie troublé le tête-à-tête que mon père rêvait. L'esprit pédagogique peut rapprocher un père de ses enfants. À défaut d'une tendresse beaucoup plus exceptionnelle qu'on ne l'admet généralement, un homme s'attache à ses fils par le goût orgueilleux d'enseigner. Mais Jules-Joseph Colette, homme instruit, ne faisait parade d'aucune science. Pour elle, il avait d'abord aimé briller jusqu'au jour où, l'amour grandissant, mon père quitta jusqu'à l'envie d'éblouir Sido.
J'irai droit au coin de terre où fleurissaient les personnages dans le jardin. La rose, le treillage qui la portait, je les peindrai de mémoire, ainsi que le trou dans le mur, la dalle usée. La figure de mon père reste indécise, intermittente. Dans le grand fauteuil de Reps, il y restait assis. Les deux miroirs ovales du pince-nez, ouverts, brillent sur sa poitrine, et sa singulière lèvre en margelle dépasse un peu, rouge, sa moustache qui rejoint sa barbe. Là, il est fixé à jamais. Mais ailleurs, il erre et flotte, troué, barré de nuages, visible par fragments. Sa main blanche ne saurait m'échapper, surtout depuis que je tiens mal mon pouce, en dehors comme lui, et que comme cette main, mes mains froisses, roulent, anéantissent le papier avec une fureur explosive. Et la colère, donc. Je ne parlerai pas de mes colères, qui me viennent de lui, mais qu'on aille voir seulement, à Saint-Sauveur, l'état dans lequel mon père mit, de deux coups de son pied unique, le chambranle de la cheminée en marbre. J'épelle en moi ce qui est l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Le capitaine Colette n'embrassait pas les enfants. Sa fille prétend que le baiser les fane. S'il m'embrassait peu, du moins il me jetait en l'air jusqu'au plafond, que je repoussais des deux mains et des genoux et je criais de joie. Sa force musculaire était grande, ménagée et dissimulée d'une manière féline, et sans doute entretenue par une frugalité qui déconcertait nos bas bourguignons. Du pain, du café, beaucoup de sucre, un demi-verre de vin, force tomates, des aubergines. Il se résignait à prendre un peu de viande comme un remède, passé 70 ans. Sédentaire, ce méridional tout blanc dans sa peau de satin n'engraissa jamais. Italien, homme au couteau, ainsi l'invectivait ma mère quand elle n'était pas contente de lui, ou bien quand l'extraordinaire jalousie de son fidèle amant se faisait jour. De fait, s'il n'a jamais tué personne, un poignard dont le manche de corne cachait un ressort ne quittait jamais la poche de mon père, qui méprisait l'arme à feu. Les fausses colères du midi tiraient de lui de grondements, des jurons grandiloquents auxquels nous n'accordions aucune importance. Mais comme j'ai frémi une fois d'entendre mélodieuse la voix de sa fureur véritable, j'avais 11 ans. Ma mystérieuse demi-sœur venait de se marier, à sa guise, si mal et si tristement qu'elle n'espérait plus que la mort. Elle avala je ne sais quel cachet, et le voisin vint prévenir ma mère. Mon père et ma sœur ne s'étaient guère liés en quelques 20 années. Mais mon père, qui regardait souffrir Sido, dit sans élever le ton et d'un accent enchanteur, allait dire au mari de ma fille, au docteur R, que s'il ne sauve pas cet enfant, ce soir, il aura cessé de vivre. Quelle suavité! Je fus saisie d'enthousiasme. Le beau son, plein, musical comme le chant de la mer en courroux. N'eût été la douleur de Sido, j'aurais regagné, dansant le jardin et allègrement espéré la juste mort du docteur R. Mal connu, méconnu, ton incorrigible gaieté, s'écriait ma mère. Ce n'était pas reproche, mais étonnement, pardon. Elle le croyait gai parce qu'il chantait, mais moi qui siffle dès que je suis triste, moi qui scande les pulsations de la fièvre ou les syllabes d'un nom dévastateur sur les variations sans fin d'un thème, je voudrais qu'elle eût compris que la suprême offense, c'est la pitié. Mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié. Notre carrure la refuse. À présent, je me tourmente à cause de mon père, car je sais qu'il eut, mieux que toutes les séductions, la vertu d'être triste à bon escient et de ne jamais se trahir. Sauf qu'il nous fit souvent rire, sauf qu'il comptait bien, qu'emporté par son rythme, il brodait avec hardiesse, sauf cette mélodie qui s'élevait de lui, l'ai-je vu gai. Il allait, précédé, protégé par son chant. Rayons dorés, tièdes zéphyrs fredonnait-il en descendant notre rue déserte. Ainsi, elle ignorait, en l'entendant venir, que Laroche, fermier des Lambert, refusait impudemment de payer son fermage, et qu'un prêtre au nom du même Laroche avançait à mon père 7% d'intérêt pour 6 mois, une somme indispensable. Par quel charme, dis-moi, m'as-tu donc enchantée? Quand je te vois, je crois que c'est par ton sourire. Qui donc eût pu croire que ce baryton agile, encore sur sa béquille et sa canne, pousse devant lui sa romance comme une blanche haleine d'hiver, afin qu'elle détourne de lui l'attention. Il chante, elle l'oubliera peut-être aujourd'hui, de lui demander s'il a pu emprunter 100 louis sur sa pension d'officier amputé. Quand il chante, Sido l'écoute malgré elle et ne l'interrompt pas. Les rendez-vous de noble compagnie se donnent tous dans ce charmant séjour.
et doucement on y passe la vie bis, en célébrant le champagne et l'amour, terre. S'il jette trop haut au mur de la rue de l'hospice, le gruppetto, le point d'orgue final et quelques cocottes de fantaisie, ma mère apparaîtra sur le seuil, scandalisée, riante. Oh, Colette, dans la rue! Et moyennant peut-être 2 ou 3 grivoiseries du genre ordinaire, décrochées à une jeune voisine, Sido froncera son sourcil, clairsemé de Joconde, et chassera d'elle le douloureux refrain qui ne franchit pas ses lèvres. Il va falloir vendre la forge, mon Dieu, vendre la forge aussi après l'aimer, les Cholin, les Lambert. Gai, et pourquoi eût-il été sincèrement gai? Il avait besoin de vivre au sein d'une chaude approbation, après avoir eu besoin, dans sa jeunesse, de mourir publiquement et avec gloire. Réduit à son village et à sa famille, envahi et borné par son grand amour, il livra le plus vrai de lui-même à des étrangers, à des amis lointains. Un de ses compagnons d'armes, le colonel Gaucho, vit encore et garde des lettres, redit des mots du capitaine Colette. Étrange silence d'un homme qui parlait volontiers. Il ne comptait pas ses faits d'armes. C'est le capitaine Fournès et le soldat Lefebvre, tous deux du premier zouave, qui ont transmis au colonel Gaucho les mots de mon père. 1859, guerre d'Italie. Mon père a 29 ans, tombe, la cuisse gauche arrachée, devant Melegnano. Fournès et Lefebvre s'élancent, le rapportent. Où voulez-vous qu'on vous mette, mon capitaine? Au milieu de la place, sous le drapeau. Il n'a compté à aucun des siens cette parole, cette heure où il espéra mourir parmi le tonnerre et l'amour des hommes. Il ne nous a jamais dit, à nous, comment il gisait à côté de son vieux maréchal. Macmahon. Il ne m'a jamais parlé, à moi, de la seule longue et grave maladie qui m'est atteinte. Mais voici que des lettres de lui, je l'apprends 20 ans après sa mort, sont pleines de mon nom, du mal de la petite. Trop tard, c'est le mot des négligents, des enfants et des ingrats. Non que je me sente plus coupable qu'une autre enfant, au contraire. Mais n'aurais-je pas dû forcer, quand il était vivant, sa dignité goguenarde, sa frivolité de commande? Ne valions-nous pas, lui et moi, l'effort réciproque de nous mieux connaître? Il était poète et citadin. La campagne où ma mère semblait se sustenter de toute sève et reprendre vie chaque fois qu'en se baissant elle en touchait la terre, éteignait mon père, qui s'y comporta en exilé. Elle nous sembla parfois scandaleuse, la sociabilité qui l'appelait vers la politique des villages, les conseils municipaux, la candidature au conseil général vers les assemblées, les comités régionaux où l'humaine rumeur répond à la voix humaine. Injuste. Nous lui en voulions vaguement de ne pas assez nous ressembler, à nous qui nous dilations d'aise loin des hommes. Je m'avise à présent qu'il cherchait à nous plaire, lorsqu'il organisait des parties de campagne comme font les habitants des villes. La vieille Victoria bleue emportait famille, victuailles et chiens jusqu'au bord d'un étang, Moutier, Chassin ou la jolie flaque forestière de la Guillemette, qui nous appartenait. Mon père manifestait le sens du dimanche, le besoin urbain de fêter un jour entre les 7 jours, au point qu'il se munissait de cannes à pêche et de sièges pliants. Au bord de l'étang, il essayait une humeur joviale, qui n'était pas son humeur joviale de la semaine. Il débouchait plaisamment la bouteille de vin, s'accordait une heure de pêche à la ligne, lisait, dormait un moment, et nous nous ennuyions, entre autres, Sylvain au pied léger, entraîné à battre le pays sans voiture, et regrettant, devant le poulet froid, nos encas de pain frais, d'ail et de fromage. La libre forêt, l'étang, le ciel double exaltaient mon père, mais à la manière d'un noble décor. Plus il évoquait le bleu Titarès et le golfe d'argent, plus nous devenions taciturnes. Je parle des 2 garçons et de moi, nous qui n'accordions déjà plus d'autres aveux, à notre culte bocagé que le silence. Assise au bord de l'étang, entre son mari et ses enfants sauvages, seule ma mère semblait recueillir mélancoliquement le bonheur de compter, gisant contre elle sur l'herbe fine et jonceuse rougie de bruyère, ses bien-aimés. Loin du conte de sonnettes opportuns, loin de l'anxieux fournisseur impayé, loin des voix cauteleuses, un cirque parfait de bouleaux et de chaînes l'enfermait. J'accepte l'infidèle fille aînée, son œuvre et son tourment. Courant en risée sur les cimes des arbres, le vent franchissait la brèche ronde,
touchaient rarement l'eau. Les dômes des mousserons rosés crevaient le léger terreau gris d'argent qui nourrit les bruyères. Et ma mère parlait de ce qu'elle et moi nous aimions le mieux. Elle comptait les sangliers des anciens hivers, les loups encore présents dans la puisaille et la forterre, le loup d'été maigre qui suivit, 5 heures durant la Victoria. Si j'avais su quoi lui donner à manger, il aurait bien mangé du pain. À toutes les côtes, il s'asseyait pour laisser à la voiture son avance d'une 50aine de mètres. De le sentir, la jument était furieuse. Un peu plus, c'est elle qui l'eût attaqué. Tu n'avais pas peur ? Peur ? Non. Ce pauvre grand loup gris sec, affamé sous un soleil de plomb. D'ailleurs, j'étais avec mon premier mari. C'est lui aussi mon premier mari qui, en chassant, a vu le renard noyer ses puces. Une touffe d'herbe entre les dents, le renard est entré le derrière, le premier, peu à peu dans l'eau jusqu'au museau. Paroles innocentes, enseignements maternels que donnent aussi à leurs petits l'hirondelle, la mère lièvre, la chatte. Récit délicieux dont mon père ne retenait qu'un seul mot. Mon premier mari. Et il appuyait sur Sido, ce regard bleu-gris dans lequel personne n'a jamais pu lire. Que lui importait d'ailleurs le renard, le muguet, la bémure, l'insecte, il les aimait dans des livres, nous disait leurs noms scientifiques, et dehors, les croisait sans les reconnaître. Il louait sous le nom de rose toute corolle épanouie, il prononçait l'eau bref à la provençale en pinçant entre le pouce et l'index une rose invisible. Le soir tombait, enfin sur notre dimanche au champ. De 5, nous n'étions souvent plus que 3. Mon père, ma mère et moi. Le rempart circulaire des bois assombris avait résorbé les 2 longs garçons osseux, mes frères. Nous les rattraperons sur la route, en revenant, disait mon père. Mais ma mère secouait la tête. Ces garçons ne rentraient que par des sentes de traverse, des prés marécageux et bleus, coupant par des sablières, les ronciers. Ils sautaient le mur au fond du jardin. Elle se résignait à les trouver chez nous, à la maison un peu saignant, un peu locteux. Elle reprenait sur l'herbe les reliefs du repas, quelques champignons frais cueillis, le nid de mésange vide, la cartilagineuse éponge cloisonnée, œuvre d'une colonie de guêpes, le bouquet sauvage, des cailloux empreints d'ammonites fossiles, le grand chapeau de la petite, et mon père, encore agile, remontait d'un saut d'échassier dans la Victoria. C'est ma mère qui caressait la jument noire, qui offrait à ses dents jaunies des pouces tendres et qui essuyait les pattes du chien pataugeur. Je n'ai jamais vu mon père toucher un cheval. Nulle curiosité ne l'a attiré vers un chat penché sur un chien. Jamais un chien ne lui a obéi. « Allons, monte !» ordonnait à Mofino la belle voix du capitaine. Mais le chien, contre le marchepied de la voiture, battait de la queue froidement et regardait ma mère. « Monte, animal, qu'est-ce que tu attends ?» répétait mon père. « J'attends l'ordre, semblait répondre le chien. « Eh, saute !» lui criai-je. Il ne se le faisait pas dire 2 fois. « C'est très curieux, constatait ma mère. Ça prouve seulement la bêtise de ce chien, répliquait mon père. Mais nous n'en croyions rien, nous autres, et mon père, au fond, se sentait secrètement humilié. Les genêts jaunes, bottelés, faisaient queue de paon derrière nous, dans la capote de la vieille voiture. Mon père, en approchant du village, reprenait son fredon défensif, et nous avions sans doute l'air très heureux, car l'air heureux était notre suprême et mutuelle politesse. Soir commençant, fumée courante sur le ciel, fiévreuse de première étoile. Est-ce que tout autour de nous n'était pas aussi grave et aussi tremblant que nous-mêmes ? Un homme, banni des éléments qu'il avait jadis portés, rêvait amèrement. Amèrement. Maintenant j'en suis sûre. Il faut du temps à l'absent pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, il mûrit, il se fixe. C'est donc toi ? Enfin, je ne t'avais pas compris. Il n'est jamais trop tard, puisque j'ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois. Mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. Nous n'avions presque pas conscience qu'il lui manqua, coupé en haut de la cuisse, une jambe. Qu'eussions-nous dit à le voir soudain marcher comme tout le monde ? Ma mère elle-même ne l'avait connu qu'étayé de béquilles, preste et rayonnant d'insolence amoureuse. Mais elle ignorait, fait d'armes excepté, l'homme qui datait d'avant elle, le saint syrien beau danseur, le lieutenant solide comme un bois debout. Ainsi l'on nomme, dans mon pays natal, l'antique Billot, la rouelle de chêne au grain serré, que n'entame pas le hachoir. Elle ignorait quand elle le suivait des yeux, que ce mutilé avait autrefois pu courir à la rencontre de tous les risques.
Amèrement, le plus ailé de lui-même s'élançait encore lorsque, assis et sa chanson suave aux lèvres, il restait aux côtés de Sido. L'amour et rien d'autre. Il n'avait gardé qu'elle. Autour d'eux, le village, les champs, les bois, le désert. Il pensait qu'au loin, ses amis, ses camarades continuaient. D'un voyage à Paris, il revint l'œil voilé, parce que Davout d'Auerstadt, grand chancelier de la Légion d'honneur, lui avait enlevé son ruban rouge pour le remplacer par une rosette. Tu ne pouvais pas me la demander, vieux. Je n'avais pas demandé le ruban non plus, répondit légèrement mon père. Mais il nous conta la scène d'une voix enrouée. Où situait la source de son émotion? Il portait cette rosette généreusement épanouie à sa boutonnière. Le buste droit, le bras posé sur la barre de sa béquille, il paradait dans notre vieille voiture dès l'entrée du village pour les premiers passants de la gerbaude. Rêvait-il au divisionnaire qui marchait sans été et défilait sur des chevaux, Février, Desandré, Fournaise, qu'il avait sauvé et le nommait encore délicatement mon capitaine. Un mirage de société savante, peut-être de politique, de tribune, de chatoyante algèbre. Un mirage de joie d'homme. Tu es si humain, lui disait parfois ma mère, avec un accent d'indéfinissable suspicion. Elle ajoutait pour ne le point trop blesser. Oui, tu comprends, tu étends la main pour savoir s'il pleut. Il était grivois en anecdote. La présence de ma mère arrêtait sur ses lèvres l'histoire toulonnaise ou africaine. Elle, vive en paroles, se modérait chastement devant lui. Mais distraite, entraînée par un rythme familier, elle se surprenait à fredonner des sonneries dont les textes furent transmis sans altération des armées impériales aux armées républicaines. Ne nous gênons plus, disait mon père derrière le temps déployé. Oh, suffoquait ma mère, pourvu que la petite n'ait pas entendu. Pour la petite, repartait mon père, ça n'a pas d'importance. Et il attachait sur sa créature choisie l'extraordinaire regard gris-bleu, plein de bravade, qui ne versait ses secrets à personne, mais qui avouait parfois « j'ai des secrets ». J'essaie, seul, d'imiter ce regard de mon père. Il m'arrive d'y réussir assez bien, surtout quand je m'en sers pour me mesurer avec un tourment caché. Tout est efficace, le secours de l'insulte à ce qui vous domine, le mieux, et grand le plaisir de fronder un maître. Je mourrai peut-être de toi, mais crois bien que j'y mettrai le plus de temps possible. La petite, ça n'a pas d'importance. Quelle candeur, voyez, et comme il butait contre son amour, son seul amour. Je lui plaisais cependant, par des traits où il se fut reconnu, mais il me distinguait mal. Il perdait peu à peu le don d'observer, la faculté de comparer. Je n'avais pas plus de 13 ans quand je remarquai que mon père cessait de voir, au sens terrestre du mot, sa Sido elle-même. Encore une robe neuve, s'étonnait-il. Peste, madame! Interloqué, Sido le reprenait sans gaieté. Neuve, Colette? Voyons, où as-tu les yeux? Elle pinçait entre deux doigts une soie élimée, une visite perlée de G. 3 ans, Colette, tu m'entends? Elle a 3 ans. Et ce n'est pas fini, ajoutait-elle avec une halte fière, teinte en bleu marine. Mais il ne l'écoutait plus. Il avait déjà jalousement rejointe dans quelque lieu élu où elle portait chignon à boucles anglaises et corsage rugé de tulle ouvert en cœur. En vieillissant, il ne tolérait même plus qu'elle eût mauvaise mine, qu'elle fût malade. Il lui jetait des allons-allons, comme à un cheval qu'il avait seul le droit de surmener. Et elle allait. Je ne les ai jamais surpris à s'embrasser avec abandon, d'où leur venait tant de pudeur. De Sido, assurément. Mon père n'y eut pas mis tant de façon. Attentif à tout ce qui venait d'elle, il écoutait son pas vif, l'arrêtait au passage. Paye, lui ordonnait-il en désignant sa pommette nue au-dessus de sa barbe, où on ne passe pas. Elle payait, au vol, d'un baiser vif comme une piqûre, et s'enfuyait, irritée si mes frères ou moi l'avions vue payer. Une seule fois en été, un jour que ma mère enlevait de la table le plateau du café, je vis la tête, la lèvre grisonnante de mon père, au lieu de réclamer le péage familier, penché sur la main de ma mère avec une dévotion fougueuse, hors de l'âge, et telle que Sido, muette, autant que moi empourprée, s'en alla sans un mot. J'étais petite encore, assez vilaine, occupée comme on l'est à 13 ans, de toutes choses dont l'ignorance pèse, dont la découverte humilie. Il m'y fut bon de connaître et de me remettre en mémoire par moments cette complète image de l'amour.
Une tête d'homme déjà vieux, abîmée dans un baiser sur une petite main de ménagère, gracieuse et ridée. Il trembla longtemps de la voir mourir avant lui. C'est une pensée commune aux amants, aux époux bien épris, un souhait sauvage qui bannit toute idée de pitié. Sido, avant la mort de mon père, me parlait de lui aisément soulevé au-dessus de nous. Il ne faut pas que je meure avant lui, il ne le faut absolument pas. Vois-tu que je me laisse mourir et qu'il se tue et qu'il se manque ? Je le connais, disait-elle d'un air de jeune fille. Elle rêvait un peu, les yeux sur la petite rue de Châtillon-Coligny ou sur le carré de jardin prisonnier. Moi, je risque moins, tu comprends, je ne suis qu'une femme. Passé un certain âge, une femme ne meurt presque jamais volontairement. Et puis, je vous ai en outre. Lui, il ne vous a pas. Car elle savait tout, et jusqu'aux préférences indicibles. Dans la grappe pendue à ses flancs, à ses bras, mon père pesait comme nous, et ne nous soutenait guère. Elle fut malade, et il s'assit fréquemment près du lit. À quelle heure, quel jour seras-tu guérie ? Gare si tu ne guéris pas, j'aurai bientôt fait de ne plus vivre. Elle ne supportait pas cette pensée d'homme, sa menace, son exigence sans merci. Pour lui échapper, elle tournait de côté et d'autre sa tête sur l'oreiller, comme elle fit plus tard pour secouer les derniers liens. Mon Dieu, Colette, tu me tiens chaud, se plaignait-elle. Tu remplis toute la chambre. Un homme est toujours déplacé au chevet d'une femme. Va dehors. Va voir s'il y a des oranges pour moi chez l'épicier. Va demander à monsieur Rosimond de me prêter la revue des deux mondes. Mais marche doucement, le temps est orageux, tu reviendrais en moiteur. Il obéissait, l'aisselle remontait sur sa béquille. Tu vois, disait ma mère derrière lui, tu vois cet air de vêtements vides qu'il prend quand je suis malade ? Sous la fenêtre, en s'en allant, il s'éclaircissait sa voix pour qu'elle l'entendît. Je pense à toi, je te vois, je t'adore, à tout instant, à toute heure, en tout lieu. Je pense à toi quand je revois l'aurore, je pense à toi quand je ferme les yeux. Tu l'entends, disait-elle fiévreusement. Mais sa malice supérieure rajeunissait soudain tout son visage, et elle se penchait hors de son lit. Ton père, tu veux savoir ce que c'est ton père ? Ton père, c'est le roi des maîtres chanteurs. Elle guérissait toujours. Mais quand on lui enleva un sein, et 4 ans après l'autre sein, mon père conçut d'elle une méfiance terrible, quoiqu'elle guérît encore chaque fois. Pour une arête de poisson qui restait au gosier de ma mère l'obligeait à tousser violemment, les joues congestionnées et les yeux pleins de larmes, mon père d'un coup de poing asséné sur la table dispersa en éclats son assiette et cria furieusement. « Ça va finir ?» Elle ne s'y trompa point et l'apaisa avec une délicatesse miséricordieuse, des mots plaisants, de voltigeants regards. J'emploie toujours ces mots, voltigeants regards, quand il s'agit d'elle. L'hésitation, le besoin d'un tendre aveu, le devoir de mentir, l'obligeaient à battre des paupières, tandis qu'allait, venait précipitamment ses prunelles grises. Ce trouble, cette fuite vaine des prunelles poursuivie par un regard d'homme bleu-gris, comme le plomb fraîchement coupé, c'est tout ce qui me fut révélé de la passion qu'il y a pour leur vie entière, Sido et le capitaine. Il y a 10 ans, je sonnai, amené par un ami à la porte de Madame B, qui a professionnellement commerce avec les esprits. Elle nomme ainsi ceux qui demeurent errant autour de nous des défunts, particulièrement de ceux qui nous tinrent de près par le sang et par l'amour. N'attendez pas que je professe une foi quelconque, ni même que je fréquente de passion les privilégiés qui lisent couramment l'invisible. Il s'agit d'une curiosité, toujours la même, qui me conduit indifféremment à visiter tour à tour Madame B, la femme à la bougie, le chien qui compte, un rosier à fruits comestibles, le docteur qui ajoute du sang humain à mon sang humain, que sais-je encore ? Si cette curiosité me quitte, qu'on m'ensevelisse, je n'existe plus. Une de mes dernières indiscrétions s'adressa au grand hyménoptère d'acier bleu qui abonde en Provence pendant la floraison des soleils en juillet-août. Tourmentée d'ignorer le nom de ce guerrier bardé, je m'interrogeai. A-t-il ou non un dard ? Est-il seulement un samouraï magnifique et sans sabre ? Je suis bien soulagée d'être tirée d'incertitude. Une curieuse petite déformation sur l'os d'une phalyngine atteste que le guerrier bleu est armé à merveille et prompt à dégainer. Chez Madame B, j'eus l'agréable nouveauté d'un appartement moderne, traversé de soleil. Sur la fenêtre chantaient des oiseaux en cage, dans la pièce voisine des enfants riaient. Une aimable et ronde femme à cheveux blancs m'affirma qu'elle n'avait besoin ni de clair-obscur, ni d'aucun maléfique décor. Elle ne réclama qu'un instant de méditation, et ma main serrée dans les siennes.
Vous voulez me poser des questions, me demanda-t-elle. Je m'avisai alors que j'étais sans avidité, sans passion pour un au-delà quelconque, sans souhait immodéré, et je ne trouvais rien à dire, sinon le mot le plus banal. Alors vous voyez les morts, comment sont-ils? Comme les vivants, répondit madame B avec rondeur. Ainsi, derrière vous? Derrière moi, c'était la fenêtre ensoleillée et la cage des serins verts. Derrière vous est assis l'esprit d'un homme âgé. Il porte une barbe non taillée, étalée presque blanche, les cheveux assez longs, gris, rejetés en arrière. Des sourcils, oh par exemple des sourcils, tout broussailleux, et là-dessous des yeux, oh mais des yeux, petits mais d'un éclat qui n'est pas soutenable. Voyez-vous qui ça peut être? Oui, très bien. En tout cas, c'est un esprit bien placé dans le monde des esprits. Il s'occupe beaucoup de vous. Vous ne le croyez pas? J'en doute un peu. Si, il s'occupe beaucoup de vous à présent. Pourquoi à présent? Parce que vous représentez ce qu'il aurait tant voulu être sur la terre. Vous êtes justement ce qu'il a souhaité être. Lui n'a pas pu. Je ne mentionnerai pas ici les autres portraits que me fit madame B. Ils valaient tous, à mes yeux, par quelques détails, dont la vigueur et le secret m'enchantèrent comme une sorcellerie anodine et inexplicable. D'un esprit où je fus bien obligée de reconnaître, trait pour trait, mon demi-frère, l'aîné. Elle dit apitoyée, « Je n'ai jamais vu un mort aussi triste. » Mais, lui dis-je vaguement jalouse, ne voyez-vous pas une femme âgée qui pourrait être ma mère? Le bon regard de madame B errait autour de moi. Non, ma foi, répondit-elle enfin. Elle ajouta, vive et comme pour me consoler. Peut-être qu'elle se repose? Ça arrive, vous êtes seule d'enfant. J'ai encore un frère. Là, s'exclama bonnement madame B. Sans doute qu'elle est occupée avec lui. Un esprit ne peut pas être partout à la fois, vous savez. Non, je ne le savais pas. J'appris dans la même visite que le commerce des défunts s'accommode de lumière terrestre, de familière et gaieté. Ils sont comme les vivants, affirme paisible dans sa foi madame B. Pourquoi non? Comme les vivants, sauf qu'ils sont morts. Morts, et voilà tout. Aussi s'étonnait-elle de voir en mon frère aîné un mort aussi triste. Ainsi l'ai-je vu. Ainsi le voyait-elle à travers mon perméable mystère, sans doute, très triste en vérité, et comme roué de coups par son pénible et dernier passage, encore soucieux et fourbu. Quant à mon père, vous êtes justement ce qu'il a souhaité être et de son vivant qu'il n'a pas pu. Là, j'ai de quoi rêver, de quoi m'émouvoir. Sur un des plus hauts rayons de la bibliothèque, je revois encore une série de tomes cartonnés, à dos de toile noire. Les plats de papier jaspé bien collés et la rigidité du cartonnage attestaient l'adresse manuelle de mon père. Mais les titres manuscrits en lettres gothiques ne me tentaient point, d'autant que les étiquettes à filets noirs ne révélaient aucun auteur. Je cite de mémoire mes campagnes, les enseignements de 70, la géodésie des géodésies, l'algèbre élégante, le maréchal de MacMahon, vu par un de ses compagnons d'armes, du village à la chambre, chansons de zouaves, vers, j'en oublie. Quand mon père mourut, la bibliothèque devint chambre à coucher, les livres quittèrent leurs rayons. Viens donc voir, appela un jour mon frère, l'aîné. Il transportait lui-même, classait, ouvrait les livres taciturnes, en quête d'une odeur de papier piqué, d'une de ces moisissures embaumées d'où se lève l'enfance révolue, d'un pétale de tulipe sec, encore jaspé comme l'agate arborescente. Viens donc voir. La douzaine de tomes cartonnés nous remettait son secret, accessible, longtemps dédaigné. 200, 300, 150 pages par volume. Beau papier verger crémeux ou écolier épais, rogné avec soin, des centaines et des centaines de pages blanches. Une œuvre imaginaire, le mirage d'une carrière d'écrivain. Il y en avait tant de ces pages respectées par la timidité ou la nonchalance que nous n'en vîmes jamais la fin. Mon frère y écrivit ses ordonnances, ma mère couvrit de blanc ses pots de confiture, ses petites filles griffonneuses arrachèrent des feuillets, mais nous n'épuisâmes pas les cahiers vergers, l'œuvre inconnue. Ma mère s'y employait pourtant avec une sorte de fièvre destructrice. Comment, y en a-t-il encore? Il m'en faut pour les côtelettes en papillotes. Il m'en faut pour tapisser mes petits tiroirs. Ce n'était pas dérision, mais cuisant regret et besoin douloureux d'anéantir la preuve d'une impuissance. J'y puisais à mon tour dans cet héritage immatériel au temps de mes débuts. Est-ce là que je pris le goût fastueux d'écrire sur des feuilles lisses, de belles pattes et de ne les point ménager? J'osais couvrir de ma grosse écriture ronde la cursive invisible,
dont une seule personne au monde apercevait le lumineux filigrane qui jusqu'à la gloire prolongeait la seule page amoureusement achevée et signée la page de la dédicace à ma chère âme, son mari fidèle, Jules Joseph Colette. Partie 3. Les sauvages. Des sauvages, disait-elle. Que faire avec de tels sauvages ? Elle secouait la tête. Il y avait dans son découragement une part de choix, un désistement raisonné, peut-être aussi la conscience de sa responsabilité. Elle contemplait ses deux garçons, les demi-frères, et les trouvait beaux. L'aîné surtout, le châtain aux yeux perses, 17 ans, une bouche empourprée qui ne souriait qu'à nous et à quelques jolies filles. Mais le brun, à 13 ans, n'était pas mal non plus sous ses cheveux mal taillés, qui descendaient jusqu'à ses yeux bleus de plomb, pareils à ceux de notre père. Deux sauvages aux pieds légers, osseux, sans chair superflue, frugaux comme leurs parents, et qui préféraient aux viandes le pain bis, le fromage dur, la salade, l'œuf frais, la tarte au poireau ou à la citrouille, sobres et vertueux, de vrais sauvages. Que faire d'eux, soupirait ma mère. Ils étaient si doux que nul ne les pouvait atteindre ni diviser. L'aîné commandait, le second mêlait, à son zèle, une fantaisie qui l'isolait du monde. Mais l'aîné savait qu'il allait commencer ses études de médecine, tandis que le second espérait sourdement que rien ne commencerait jamais pour lui, sauf le jour suivant, sauf l'heure d'échapper à une contrainte civilisée, sauf la liberté totale de rêver et de se taire. Il l'espère encore. Jouait-il ? Rarement. Il jouait si par jeu l'on n'entend que d'un radieux univers villageois, il ne voulait que la fleur, le meilleur, le plus désert, le non foulé, tout ce qui rajeunit et recommence à l'écart de l'homme. On ne les vit jamais déguisés en Robinson, ni en conquérants, ni interprétant des scénettes improvisées. Le cadet, incorporé une fois à une troupe de garçons entichés de tragédie, n'y accepta qu'un rôle muet, le rôle du fils idiot. C'est au récit de ma mère qu'il me faut remonter quand il me prend, comme à tous ceux qui vieillissent, la hâte, le prurit de posséder les secrets d'un être à jamais dissous. Lire le chiffre de sa turbulente jeunesse, heure par heure, perdue en elle-même et d'elle-même renaissant. Marquer je ne sais quelle grâce, mes dents, marquer du doigt le promontoire d'où il se laissa tomber dans la plate mer des hommes, épeler le nom de ses astres contraires. J'ai dit adieu aux morts, à l'aîné sans rivaux, mais je recours au récit maternel et aux souvenirs de ma petite enfance si je veux savoir comment se forma le sexagénaire à moustache grise qui se glisse chez moi, la nuit tombée, ouvre ma montre et regarde palpiter l'aiguille trotteuse, prélève sur une enveloppe froissée un timbre-poste étranger, aspire comme si le souffle lui avait tout le jour manqué, une longue bouffée de musique de Columbia et disparaît sans avoir dit un mot. Il provient, cet homme blanchissant, d'un petit garçon de 6 ans, qui suivait les musiciens mendiants quand ils traversaient notre village. Il suivit un clarinettiste borgne jusqu'à Saint, 4 kilomètres, et quand il revint, ma mère faisait sonder les puits du pays. Il écouta avec bonté les reproches et les plaintes, car il se fâchait rarement. Quand il eut fini avec les alarmes maternelles, il alla au piano et joua fidèlement tous les airs du clarinettiste, qu'il enrichit de petites harmonies simples, fort correctes. Ainsi faisait-il des airs du ménage forain à la Quasimodo et de toutes les musiques qu'il captait comme des messages volants. Il faudra, disait ma mère, qu'il travaille le mécanisme et l'harmonie. Il est encore plus doué que l'aîné. Il deviendrait un artiste, qui sait ? Elle croyait encore, quand il avait 6 ans, qu'elle pouvait quelque chose pour lui ou contre lui. Un petit garçon si inoffensif. Sauf son aptitude à disparaître, que pouvait-elle lui reprocher ? Bref de taille, vif, très bien équilibré, il cessait miraculeusement d'être présent. Où le joindre ? Les airs préférés des petits garçons ordinaires ne l'avaient pas même vu passer, ni la patinoire, ni la place du grand jeu damé par les pieds d'enfants, mais plutôt dans la vieille glacière du château souterrain tronqué qui datait de 4 siècles, ou dans la boîte de l'horloge de ville, place du marché, ou bien enchaîné au pas de l'accordeur de piano qui venait une fois l'an du chef-lieu et donnait ses soins aux 4 instruments de notre village. Quel instrument avez-vous ? Madame Vallée va échanger son instrument. L'instrument de mademoiselle Philippon est bien fatigué.
J'avoue qu'en ma mémoire, le mot instrument appelle encore à l'exclusion de toutes les autres images, celle d'un édifice d'acajou conservé dans l'ombre des salons provinciaux et brandissant comme un autel des bras de bronze et des cires vertes. Oui, un petit garçon si inoffensif, qui n'exigeait rien, sauf un soir. Je voudrais 2 sous de pruneaux et 2 sous de noisettes, dit-il. Les épiceries sont fermées, répondit ma mère. Dors, tu en auras demain. Je voudrais 2 sous de pruneaux et 2 sous de noisettes, redemanda le lendemain soir le doux petit garçon. Et pourquoi ne les as-tu pas achetés dans la journée se récria ma mère impatientée. Va te coucher. 5 soirs, 10 soirs amenèrent la même taquinerie, et ma mère montra bien qu'elle était une mère singulière. Car elle ne fessa pas l'obstiné qui espérait peut-être qu'on le fesserait, ou qui escomptait seulement une explosion maternelle, les cris des nerfs à bout, les malédictions, un nocturne tumulte qui retarderait le coucher. Un soir, après d'autres soirs, il prépara sa figure quotidienne d'enfant buté, le son modéré de sa voix. « Maman ?» ?»« Oui, dit maman. Maman, je voudrais... Les voici, dit-elle. Elle se leva, aveignit dans l'insondable placard, près de la cheminée, 2 sacs grands comme des nouveau-nés, les posa à terre de chaque côté de son petit garçon et ajouta « Quand il n'y en aura plus, tu en achèteras d'autres. » Il la regardait d'en bas, offensée et pâle sous ses cheveux noirs. « C'est pour toi, prends, insista ma mère. Il perdit le premier son sang-froid et éclata en larmes. Mais je ne les aime pas, sanglotait-il. Sido se pencha, aussi attentive qu'au-dessus d'un œuf fêlé par l'éclosion imminente, au-dessus d'une rose inconnue, d'un messager de l'autre hémisphère. « Tu ne les aimes pas ? Qu'est-ce que tu voulais donc ?» Il fut imprudent et avoua. « Je voulais les demander. » Lorsqu'elle partait chaque trimestre pour Auxerre à 2 heures du matin dans la Victoria, ma mère cédait presque toujours aux instances de son enfant le plus jeune. Le privilège de naître la dernière me conserva longtemps ce grade d'enfant le plus jeune, et ma place dans le fond de la Victoria. Mais avant moi, il y eut pendant une dizaine d'années ce petit garçon évasif et agile. Au chef-lieu, il se perdait, car il déjouait toute surveillance. Il se perdit ici et là dans la cathédrale, dans la tour de l'horloge, et notamment dans une grande épicerie, durant qu'on emballait le pain de sucre drapé d'un billet de papier indigo, les 5 kilos de chocolat, la vanille, la cannelle, la noix muscade, le rhum pour les grogues, le poivre noir et le savon blanc. Ma mère fit un cri de renarde. « Ah, où est-il » ?»« Qui, madame Colette ? Mon petit garçon, l'a-t-on vu sortir ?» Personne ne l'avait vu sortir, et déjà ma mère, à défaut de puits, interrogeait les cuves d'huile et les tonneaux de saumure. On ne le chercha pas trop longtemps cette fois, il était au plafond, tout en haut d'un des piliers de fonte tors, qu'il étreignait des cuisses et des pieds comme un grimpeur des cocotiers. Il manœuvrait et écoutait les rouages d'un gros cartel, à face plate de chat huant, vissé sur la maîtresse poutre. Quand des parents ordinaires font souche d'enfants exceptionnels, il y a de grandes chances que les parents éblouis les poussent, fût-ce à grands coups de pied dans le derrière, vers des destinées qu'ils nomment meilleures. Ma mère, qui tenait pour naturel, voire obligatoire d'enfanter des miracles, professait aussi que l'on tombe toujours du côté où l'on penche, et affirmait pour se rassurer elle-même « Achille sera médecin, mais Léo ne pourra pas échapper à la musique. Quant à la petite... » Elle levait les sourcils, interrogeait le nuage et me remettait à plus tard. Exception bizarre, il n'était jamais question de l'avenir de ma sœur aînée, déjà majeure, mais étrangère à nous, étrangère à tous, volontairement isolée au sein de sa propre famille. Juliette est une autre espèce de sauvage, soupirait ma mère, mais à celle-là, personne ne comprend rien, même moi. Elle se trompa, nous la trompâmes plus d'une fois. Elle ne se décourageait pas et nous coiffait d'une nouvelle auréole. Mais elle n'accepta jamais que ce second fils échappât, comme elle disait, à la musique, car je lis dans maintes lettres qui datent de la fin de sa vie. Sais-tu si Léo a un peu de temps pour travailler son piano ? Il ne doit pas négliger un don qui est extraordinaire. Je ne me lasserai pas d'insister là-dessus. À l'époque où ma mère m'écrivait ces lettres, mon frère était âgé de 44 ans. Il a, quoi qu'elle en eût, échappé à la musique, puis aux études de pharmacie, puis successivement à tout ce qui n'est pas son passé de sylphe.
À mes yeux, il n'a pas changé. C'est un sylphe de 63 ans. Comme un sylphe, il n'est attaché qu'au lieu natal, à quelques champignons tutélaires, à une feuille recroquevillée en manière de toit. On sait que les sylphes vivent de peu et méprisent les grossiers vêtements des hommes. Le mien erre parfois sans cravate et long chevelu. De dos, il figure assez bien un par-dessus vide, ensorcelé et vagabond. Sa modeste besogne de scribe, il l'a élue entre toutes pour ce qu'elle retient, assise à une table, sa seule et fallacieuse apparence d'homme. Tout le reste de lui, libre, chante, entend des orchestres, compose et revole à la rencontre du petit garçon de 6 ans, qui ouvrait toutes les montres, hantait les horloges municipales, collectionnait les épitaphes, foulait sans fatigue les mousses élastiques et jouait du piano de naissance. Il le retrouve aisément, revêt le petit corps agile et léger qu'il n'a jamais quitté longtemps, et il parcourt un domaine mental où tout est à la guise et à la mesure d'un enfant qui dure victorieusement depuis 60 années. Il n'est pas, quel dommage, d'enfant invulnérable. Celui-ci, pour vouloir confronter son rêve exact avec une réalité infidèle, m'en revient déchiré parfois. Certains crépuscules ruisselants, à grandes draperies d'eau et d'ombre sous chaque arcade du palais royal, me l'amena. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il s'assit, mouillé, à mon feu, prit distraitement sa singulière subsistance. Des bonbons fondants, des gâteaux très sucrés, du sirop. Ouvrit ma montre, puis mon réveil, les écouta longuement et ne dit rien. Je ne regardais qu'à la dérobée, dans sa longue figure, sa moustache quasi blanche, l'œil bleu de mon père, le nez grossi de Sido. Traits survivants assemblés par des plans d'os, des muscles inconnus et sans origine lisible. Une longue figure douce, éclairée par le feu, douce et désemparée. Mais les us et coutumes de l'enfance, réserve, discrétion, liberté, sont encore si vigoureux entre nous que je ne posai à mon frère aucune question. Quand il eut assez séché les ailes tristes alourdies de pluie, qu'il appelle manteau, il fuma, l'œil cligné, et frotta ses mains sèches, rouges d'ignorer en toute saison l'eau chaude, élégant, et parla. « Dis donc, oui, j'ai été là-bas, tu sais. Non, quand ça? J'en arrive. Ah, dis-je avec admiration, tu es allé à Saint-Sauveur? Comment? Il me fit un petit œil fat. C'est Charles Faraud qui m'a emmené en auto. Mon vieux, c'est joli hein, cette saison? Pas mal, dit-il brièvement. Il enfla les narines, redevint sombre et se tut. Je me remis à écrire. Dis donc. Oui. Là-bas, j'ai été aux roches, tu sais. Un chemin montueux de sable jaune se dressa dans ma mémoire comme un serpent le long d'une vitre. Oh, comment est-ce? Et le bois en haut? Et le petit pavillon? Les digitales? Les bruyères? Mon frère siffla. Fini, coupé, plus rien, rasé. On voit la terre, on voit... Il faucha l'air du tranchant de la main et rit des épaules, en regardant le feu. Je respectais ce rire et ne l'imitais pas. Mais le vieux sylphe, frémissant et lésé, ne pouvait plus se taire. Il profita du clair-obscur, du feu rougeoyant. « Ce n'est pas tout, chuchota-t-il. Je suis allé aussi à la cour du pâté. Non naïf d'une chaude terrasse, au flanc du château ruiné, arceau de rosiers maigris par l'âge, sombre odeur de lierre fleuri, versée par la tour sarrasine, battant revêche et rougeâtre de la grille qui ferme la cour du pâté accourée. Et alors, vieux, et alors? Mon frère se ramassa sur lui-même. « 1 minute, commanda-t-il. Commençons par le commencement. J'arrive au château. Il est toujours asile de vieillards, puisque Victor grandit l'a voulu. Bon, je n'ai rien à objecter. J'entre dans le parc, par l'entrée du bas, celle qui est près de Madame Billette. »« Comment, Madame Billette? Mais elle doit être morte depuis 40 ans, au moins. »« Peut-être, dit mon frère avec insouciance. Oui, c'est donc ça qu'on m'a dit un autre nom, un nom impossible. S'il croit que je vais retenir des noms que je ne connais pas, enfin, j'entre par l'entrée du bas, je monte l'allée des tilleuls. Tiens, les chiens n'ont pas aboyé quand j'ai poussé la porte, fit-il avec irritation. Écoute, vieux, ça ne pourrait pas être les mêmes chiens, songe donc. Bon, détail sans importance. Je te passe sous silence les pommes de terre qu'ils ont plantées à la place des cœurs de Jeannette et des pavots. Je passe même, poursuivit-il d'une voix intolérante, sur les fils de fer des pelouses, un quadrillage de fils de fer. On se demande ce qu'on voit. Il paraît que c'est pour les vaches. Les vaches.
Il berça un de ses genoux entre ses deux mains nouées et sifflota d'un air artiste qui lui allait comme un chapeau haut de forme. « C'est tout, vieux ?» ?»« Minute, répéta-t-il férocement. Je monte donc vers le canal, si j'ose, dit-il, avec une recherche incisive. Appeler canal cette mare infecte, cette soupe de moustiques et de bouse. Passons, je m'en vais donc à la cour du pâté Et Il tournait vers moi sans me voir, un sourire vindicatif. J'avoue que je n'ai d'abord pas aimé particulièrement qu'il fasse de la première cour, devant la grille, derrière les écuries aux chevaux, une espèce de préau à sécher la lessive. Oui, j'avoue. Mais je n'y ai pas trop fait attention parce que j'attendais le moment de la grille. Quel moment de la grille? Il claqua des doigts, impatienté. Voyons, tu vois le loquet de la grille? Comme si j'allais le saisir, de fer noir poli et fondu, je le vis en effet. Bon, depuis toujours, quand on le tourne comme ça, il m'y met et qu'on laisse aller la grille, alors elle s'ouvre par son propre poids, et en tournant, elle dit « Ian, chantâmes-nous d'une seule voix sur 4 notes. » Oui, dit mon frère, en faisant danser fébrilement son genou gauche. J'ai tourné, j'ai laissé aller la grille, j'ai écouté. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont huilé la grille, dit-il froidement. Il partit presque aussitôt. Il n'avait pas autre chose à me dire. Il recroisa les membranes humides de son grand vêtement et s'en alla, dépossédé de 4 notes, son oreille musicienne tendue en vain désormais vers la plus délicate offrande, composée par un huit ancien, un grain de sable, une trace de rouille, et dédiée au seul enfant sauvage qui en fut digne. Où en es-tu avec Mérimée? Il me doit 10 sous. Tiens, s'étonnait l'aîné. Oui, repartait le cadet, mais moi je redois 3 francs. Sur qui? Sur un Victor Hugo. Quel volume? Chansons des rues et des bois et je ne sais quoi d'autre. Ah, le chameau! Et encore, triomphait l'aîné. Tu as dû lire ça à la va-vite. Verse les 3 francs. Où veux-tu que je les prenne? Je n'ai pas le sou. Demande à maman. Oh. Demande à papa, dis-lui que c'est pour acheter des cigarettes et que tu les lui demandes en cachette de maman. Il te les donnera. Mais s'il ne me les donne pas? Alors à l'amende, 5 sous pour le retard. Les deux sauvages, qui lisaient comme autrefois, lisaient les adolescents de 14 et de 17 ans, c'est-à-dire avec excès, avec égarement, le jour, la nuit, au sommet des arbres, dans les fenils, avaient frappé d'interdit le mot mignonne, qu'ils prononçaient mignonne, avec une affreuse grimace tordue, suivie d'une imitation de nausée. Recensé dans chaque livre nouveau, chaque mignonne vouée à l'exécration créditait les 2 sous une cagnotte. En revanche, un livre vierge rapportait 10 sous à son lecteur. Le contrat jouait depuis 2 mois, et l'argent, s'il en restait au bout du semestre, paierait des bonbons, des filets à papillons, une nasse à goujons. Mon jeune âge, 8 ans, m'écartait de la combinaison. Au dire des 2 frères, il y avait trop peu de temps que je ne grattais plus pour les manger, au long des chandelles, les coulures en forme de longues larmes, et les 2 garçons m'appelaient encore enfant de cosaque. Pourtant, je savais dire mignonne en tordant la bouche et m'efforçais ensuite de vomir, et j'apprenais à côté des romanciers selon les nouveaux statuts. Dickens rend beaucoup, disait un sauvage. Dickens ne devrait pas compter, rechignait l'autre. C'est une traduction, le traducteur nous empile. Alors Edgar Poe non plus ne compte pas. Le bon sens commanderait d'exclure aussi les livres d'histoire, qui payent 10 sous à coup sûr. La Révolution n'est pas mignonne. Charlotte Corday n'est pas mignonne. Mérimée devrait être exclue en tant qu'auteur de la chronique de Charles IX. Alors qu'est-ce que tu fais du collier de la reine? Il joue, c'est du roman pur. Et les Balzac sur Catherine de Médicis? Tu parles comme un enfant, il joue. Ah non, mon vieux, permets. Mon vieux, je fais appel à ta bonne foi, tais-toi, on marche dans la rue. Ils ne se disputaient jamais. Allongés sur le faîte du mur, ils y cuisaient au soleil d'après-midi, discutaient avec feu et sans injure, et me concédaient une portion de la dalle faîtière, doucement inclinée. De là, nous dominions la rue des Vignes, venelle déserte qui menait au jardin potager éparpillé dans le vallon du Saint-Jean. Mes frères se taisaient subtilement au plus lointain bruit de pas, épousaient le mur en s'aplatissant et tendaient le menton au-dessus de l'ennemi originel, leur semblable. Ce n'est rien, c'est Chebrier qui va à son jardin, avertit le cadet. Ils oublièrent un moment leur débat et laissèrent passer sur eux l'heure encore chaude, la lumière oblique. D'autre part,
nets et vifs, sonnèrent sur le silex bossu. Un corsage lilas, un buisson de cheveux crépelés, d'un rose de cuivre, éclairèrent le haut de la rue. Ouh, la rousse, souffla le cadet. Ouh, la carotte. Il n'avait que 14 ans et voulait du mal aux filles, qui l'éblouissaient d'une lumière trop crue. C'est Flore Chebrier qui rejoint son père, dit mon frère aîné, quand l'or et le lilas s'éteignirent en bas de la rue. Elle a joliment changé. Son cadet, couché sur le ventre, posa son menton sur ses bras croisés. Il clignait, par mépris, et gonflait sa bouche, qu'il avait ronde et renflée comme les petits éoles des vieilles cartes marines. C'est une carotte, c'est une rouge. Au feu, cria-t-il avec une grossièreté d'écolier jaloux. L'aîné haussa les épaules. Tu ne t'y connais guère en blonde, dit-il. Moi, je la trouve mais très mignonne. Un gros rire de garçonnet, enroué de nu, salua le mot maudit que caressait la voix rêveuse de l'aîné, le séducteur aux yeux pères. J'entendis une bousculade sur le mur, les clous des souliers raclant la pierre, une chute molle de corps liée sur la terre accueillante et sarclée au pied des abricotiers. Mais ils se délièrent aussitôt avec une hâte sage. Il ne s'était jamais battu ni insulté. Je crois qu'il savait déjà que ce bouquet de cheveux roux, ce corsage lilas, merveilles accessibles, ne devait pas compter parmi leurs enjeux indivis, leur délectation baroque et pudique. D'un pas bien accordé, ils s'en retournèrent vers les étaloirs de liège où séchaient les macaons, vers la construction d'un jet d'eau, vers un système d'alambic à distiller la menthe des marais, instrument capricieux qui enlevait au produit distillé le parfum de la menthe, mais lui laissait intacte l'odeur du marécage. Leur farouche humeur n'était pas toujours innocente. L'âge qu'on dit ingrat, qui étire douloureusement les corps enfantins, exige des holocaustes. Il fallait à mes frères une victime. Ils élurent un camarade de collège que les vacances ramenaient dans le canton voisin. Mathieu M. n'avait point de défaut ni de grand mérite. Sociable, bien vêtu, un peu blondasse, sa seule vue échauffait mes frères d'une perversité comparable à celle des femmes enceintes. Aussi s'attachait-il avec passion aux deux sauvages fiers, chaussés de toile, coiffés de joncs, et qui méprisaient ses cravates. L'aîné n'avait que rigueur pour ce fils de tabellion, et le cadet, par imitation et renchérissement, effilochait son mouchoir, retroussait son pantalon déjà trop court, pour accueillir Mathieu M, ganté, qui descendait de son tricycle. « J'ai apporté la partition des noces de Jeannette », criait de loin l'affectueuse victime, et l'édition allemande des symphonies de Beethoven à 4 mains. Sombre, l'aîné, le barbare au frais visage, toisait l'intrus, banal enfant des hommes que rien n'obscurcissait, qui ne portait en lui ni vœu de solitude, ni intolérance, qui se troublait sous son regard et mendiait. « Tu veux faire un peu de 4 mains avec moi ?»« Avec toi, non, sans toi, oui. » « Je tournerai les pages alors. » L'un soumis, l'autre inexplicablement malveillant et chargé de rage, il souffrait d'incompatibilité. Mais Mathieu M, patient comme une épouse rudoyée, ne se lassait pas de revenir. Un jour, les sauvages prirent le large dès le déjeuner et ne rentrèrent que le soir. Ils semblaient las, excités, et ils se jetèrent tout fumant sur les 2 vieux canapés de reps verts. « D'où venez-vous dans cet état » demanda notre mère. « De loin, répondit avec douceur l'aîné. Mathieu est venu, il a paru surpris de ne pas te trouver. C'est un garçon qui s'étonne de rien. Quand ils furent seuls avec moi, mes 2 frères parlèrent. Je ne comptais guère, et d'ailleurs, ils m'avaient élevé à ne point trahir. Je sus que, cachés dans un bois qui surplombe la route de Saint-F, ils n'avaient pas, au passage de Mathieu, révélé leur présence. Je m'intéressais assez peu à des détails qu'ils ressassaient. Quand j'ai entendu le grelot de son tricycle, commençait le cadet, je l'ai entendu de plus loin que toi, Ava. Pas sûr, tu te souviens du moment où il s'est arrêté juste sous notre nez pour s'essuyer ? Il dialoguait presque bas, couché, les yeux au plafond. L'aîné s'agita. Oui, cet animal, il regardait à gauche et à droite comme s'il nous flairait. Ça, mon vieux, c'est fort, hein, c'est curieux. C'est nous qui l'avons arrêté en le regardant, hein. Il avait l'air tout gêné, toute chose. Les yeux de l'aîné noircissaient. Ça se peut, il avait sa cravate écossaise. Cette cravate-là, j'ai toujours pensé qu'elle serait cause d'un malheur. Je m'élançai entre eux, avide d'émotion. Et alors, quel malheur ? Ils me jetèrent tous 2 le plus froid regard. D'où est-ce qu'elle sort, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle veut avec son malheur ? Mais c'est toi qui viens de dire.
Ils se redressèrent, s'assirent, ricanèrent de connivence. Il n'est rien arrivé, dit enfin l'aîné. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? On a laissé passer Mathieu et on a bien rigolé. C'est tout, fis-je, déçu. Le cadet se leva d'un bond, il dansait sur place et ne se possédait plus. Oui, c'est tout, tu ne peux pas comprendre. On était là, couchés, on l'avait au ras du menton. Lui, sa cravate, sa raie de côté, ses manchettes, son nez qui reluisait. Ah, bon Dieu, c'était épatant. Il se pencha sur son aîné, le frôla du nez animalement. C'était facile de le tuer, hein. Rigide, les yeux fermés, l'aîné ne répondit pas. Et vous ne l'avez pas tué, m'étonnai-je. Ma surprise les arracha sans doute au bois obscur où ils avaient, invisibles, tremblé d'affût et de plaisir homicide, car ils éclatèrent de rire et redevinrent puérils à mes dépens. Non, dit l'aîné, nous ne l'avons pas tué. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ragaillardi, il entonna ses improvisations préférées, fille difforme du rythme et du verbe, conçue aux heures où son esprit d'étudiant, rebutant le travail, s'accrochait sans le savoir au relief des mots qu'il détageait de leur sens. Ma petite voix lui fit écho. Je suis seule maintenant à affirmer sur un air de polka qu'un cachet de benzonaftol, ça fait du bien pour le mal à la tête, un cachet de benzonaftol, ça fait du bien pour la métrite du col. Affirmation aventurée, contraire à toute thérapeutique à laquelle je préférais sinon la musique, du moins le texte, d'une aubade connue. Le baume analgésique du pharmacien Bengue est très distingué quand on se l'applique, on se sent soulagé, lagué, etc. Ce soir-là, mon frère, encore exalté, chanta la nouvelle version de la sérénade de Severo Torelli. Nous n'avons pas tué Mathieu, pour ce soir ma brune, laissons vivre encore ce rival de la lune. Le cadet autour de lui dansait radieux comme un Lorenzaccio à son premier crime. Il s'interrompit et me promit avec gentillesse. On le tuera la prochaine fois. Ma demi-sœur, l'aînée de nous tous, l'étrangère, l'agréable laide aux yeux tibétains, se fiança, à la veille de coiffer Sainte Catherine. Si ma mère nous a empêché ce mauvais mariage, elle ne tut pas ce qu'elle en pensait. De la rue de la Roche à la Gerbaude, de Bel-Air au Grand Jeu, on ne parla que du mariage de ma sœur. Juliette se marie, demandait-on à ma mère. C'est un événement. Un accident, rectifiait Sido. Certains risquèrent aigrement. Enfin, Juliette se marie, c'est inattendu, c'est un peu inespéré. Non, repartait Sido belliqueuse. C'est désespéré. Qui peut retenir une fille de 25 ans? Et qui épouse-t-elle? Oh mon Dieu, le premier chien coiffé. Au fond, elle prenait en pitié la vie, gorgée de rêves et de lectures effrénées de sa fille solitaire. Mes frères considérèrent l'événement du haut de leur point de vue personnel. Une année d'études médicales à Paris n'avait pas apprivoisé l'aîné, haut, resplendissant et que le regard des femmes, quand il ne les désirait pas, offensait. Les mots cortège nuptial, frac de soirée, déjeuner dînatoire, défilé tombèrent sur les deux sauvages comme des gouttes de poix bouillantes. Je n'irai pas à la noce, protestait le cadet, l'œil pâle d'indignation et toujours coiffé à la malcontent. Je ne donnerai pas le bras, je ne mettrai pas un habit à queue. Tu es le garçon d'honneur de ta sœur, lui remontrait ma mère. Elle n'a qu'à pas se marier, pour ce qu'elle épouse, un type qui sent le vermouth. D'abord, elle a toujours vécu sans nous, elle n'a pas davantage besoin de nous pour se marier. Notre belle aînée parlait moins, mais nous lui voyions son visage de sauteur de mur, son regard qui mesurait les obstacles. Il y eut des jours difficiles, des récriminations que mon père, soucieux et qui fuyait l'odorant intrus, n'apaisait pas. Puis les deux garçons parurent consentir à tout. Bien mieux, ils suggérèrent l'idée d'organiser eux-mêmes une messe en musique, et de joie, Sido oubliait pendant quelques heures son chien coiffé de gendre. Notre piano, au cher, prit le chemin de l'église, mêla son joli son un peu sec au bêlement de l'harmonium. Les sauvages répétaient dans l'église vide qu'ils verrouillaient la suite de l'Arlésienne, je ne sais quelle stradella, un saint-saëns dévolu aux fastes nuptiaux. Ma mère s'avisa trop tard que ses fils, retenus à leur clavier d'exécutants, ne figureraient qu'un moment aux côtés de leur sœur. Ils jouèrent, je me le rappelle, comme des anges musiciens, et ensoleillèrent de musique la messe villageoise, l'église sans richesse et sans clocher. Je paradais, fière de mes 11 ans, de ma chevelure de petite Ève et de ma robe rose, fort contente de toutes choses,
sauf quand je regardais ma sœur tremblante de faiblesse nerveuse, toute petite, accablée de failles et de tulle blanc, pâle et qui levait sa singulière figure mongole, défaillante, soumise au point que j'en eus honte, vers un inconnu. Les violons de bal mirent fin au long repas, et rien qu'à les entendre, les deux garçons frémirent comme des chevaux neufs. Le cadet, un peu gris, resta. Mais l'aîné, à bout d'effort, disparut. Il sauta pour pénétrer dans notre jardin, le mur de la rue des Vignes, erra autour de notre maison fermée, brisa une vitre, et ma mère le trouva couché quand elle rentra, lasse, triste, ayant remis sa fille, égarée et grelottante, aux mains d'un homme. Elle me contait plus tard cette petite aube poussiéreuse d'été, sa maison vide et comme pillée, sa fatigue sans joie, sa robe à devants perlés, les chats inquiets que la nuit et la voix de ma mère amenaient. Elle me disait qu'elle avait trouvé son aîné endormi, les bras fermés sur sa poitrine, la bouche fraîche et les yeux clos, et tout empreint de sa sévérité de sauvage pur. Songe donc, c'est pour être seul, loin de ces gens en sueur, pour être endormi et caressé par le vent de la nuit, qu'il avait brisé un carreau. Y eut-il jamais un enfant aussi sage? Ce sage, je l'ai vu 100 fois franchir la fenêtre, d'un bon réflexe, à chaque coup de sonnette qu'il ne prévoyait pas. Grisonnant, tout vieilli de travail, il retrouvait l'élasticité de son adolescence pour sauter dans le jardin, et ses fillettes riaient de le voir. Ses accès de misanthropie, encore qu'il les combattît, lui creusaient le visage. Peut-être qu'il trouvait, captif, son préau chaque jour plus étroit, et qu'il se souvenait des évasions qui, jadis, le menaient à un lit d'enfant où dormait demi-nu, chaste et voluptueusement seul. Fin. Donc merci d'avoir écouté ce livre audio jusqu'au bout. J'aimerais simplement vous informer que je vais créer une boutique en ligne avec des illustrations que j'aurais fait moi-même, ainsi que des photographies. Donc notamment l'illustration qu'on voit dans le fond de cette vidéo, c'est moi qui l'ai réalisée. Et voilà, donc prochainement je créerai mon site internet. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne fin de journée et puis bonne fête aussi à tous.